C'est le premier jour d'école pour le fils du roi démon dans le monde des humains. Il a à peine mis un pied dans la salle de classe et ne s'est même pas encore bien installé à sa place que les ennuis viennent déjà le trouver. Ces brutes typiques de l'école commencent à s'en prendre à ce qu'ils supposent être une cible facile. Mais ce que ces types ignorent, c'est qu'ils tentent leur chance contre le futur roi démon en personne. Étant né dans la race des démons, Lavan a appris qu'une seule chose durant son séjour dans le royaume des démons. Les humains étaient des fourmis destinées à être écrasées dès leur apparition, et la vie a l'intention de s'en tenir exactement à ce principe. Il saisit ce garçon nonchalant au joli visage par le cou et le plaque brutalement contre le bureau. Sa réaction audacieuse et inattendue choque tout le monde. Un type au visage les devient complètement fou, l'insulte verbalement et se jette rapidement sur notre garçon pour tenter de sauver son ami au joli visage. Pourtant, au moment où la vue se retourne vers l'humain qui charge, ses pouvoirs démoniaques réagissent en tandem avec son corps. Alors que le type à la sale gueule lui envoie un crochet, mon gars incline simplement la tête, laissant le coup de poing passer sans le toucher. Contrant l'attaque de l'agresseur, le descendant du roi démon lui assène un coup de poing à la Mike Tyson qui lui brise la mâchoire et l'envoie s'écraser contre les casiers derrière lui. Faisons une pause ici et découvrons comment celui qui était censé régner sur le royaume des démons s'est retrouvé à combattre de simples brutes d'école. Voici Lava Vindica, le fils impitoyable de l'estimé roi démon et le prochain à hériter du trône de son père pour régner sur l'ensemble du royaume des démons. Son père lui avait confié une seule tâche, mais il s'est surpassé de la pire des manières. Il était chargé d'enquêter pour savoir si Ilka et son clan conspiraient contre la volonté du roi. Cependant, Lava Vindica a pris les choses en main et a anéanti le clan entier sous prétexte de trahison. Le roi sait que son fils est un fauteur de troubles, mais cette fois, il a placé la barre déjà basse à sa limite absolue. Ganduva et Vindica, le souverain du royaume des démons, en a assez de tolérer les frasques de son fils. Le prince arrogant tente de négocier avec le roi, insistant sur le fait que les preuves de la rébellion grandissante de Ilka étaient partout. Donc, éliminer le problème avant qu'il ne s'étende davantage était la meilleure option possible. Cependant, le roi ne croit pas en de telles approches barbares et extrajudiciaires. Même si ces individus méritaient une punition, cela aurait dû être géré selon la loi et l'ordre, sous une juridiction stricte. Le fils arrogant éclate de rire face à une manière si ennuyeuse de gérer les choses. Le manque de code de conduite de son fils déçoit le roi au plus profond de son être. Le roi est déjà convaincu que son fils est un imbécile ignorant et superficiel. Discuter avec lui, c'est comme essayer de convaincre un mur de s'écarter. C'est pourquoi il a déjà décidé de la punition pour son fils après en avoir discuté en profondeur avec les 12 trônes des ténèbres. Pour avoir violé les lois du royaume des démons et massacré Ilka, Lava Vindica sera exilé dans le royaume des humains. Non seulement il y sera envoyé, mais ses pouvoirs obscurs seront scellés. Sa Majesté espère que son fils ne reviendra qu'après être devenu une personne sincère, digne de régner sur le royaume des démons. Sous l'ordre du roi démon, les 12 trônes procèdent à jeter leur sort avec l'intention de sceller les pouvoirs obscurs de Lava et de le bannir. Parmi ces 12 trônes se trouve un dénommé Ram qui a intentionnellement tout comploté pour notre garçon, et le voir dans un état aussi pathétique l'excite. Quoi qu'il en soit, il y a quelques règles qu'il doit suivre s'il ne veut pas que son âme soit incinérée. Premièrement, il doit vivre sa vie comme un être humain normal. Deuxièmement, il est interdit de se suicider. Et enfin, blesser ou tuer des humains est également strictement interdit. Sur ce, le prince démon autrefois si grand se réveille en possédant le corps faible et fragile d'un humain nommé Mino. Le précédent propriétaire de ce corps était un garçon faible et alité, victime de harcèlement. Comme il était censé être dans le coma, sa sœur et sa mère ont été choquées de le revoir sur pied. Alors que la mère et la fille étaient très émotives, son nouveau père est un homme instable et émotionnellement indisponible. Maintenant que son fils est réveillé, le père lui ordonne simplement de se préparer pour l'école demain. Le jour suivant arrive, et c'est ainsi qu'il se retrouve aux prises avec ses brutes, celle-là même qu'il est en train de réduire en bouillie. Tout le corps étudiant reste bouche bée en voyant le petit avorton pleurnichard d'autrefois se transformer en un véritable sigma. Alors que le frérot gagne en aura après avoir mis l'agresseur à terre, un intello à lunettes se demande s'il s'agit du même Mino qu'il connaissait. N'oublions pas le joli garçon à l'ego bien amoché. Il fonce sur notre garçon avec une chaise à la main, prêt à fracasser la tête de Mino. L'intello à lunettes avertit Mino de faire attention. Notre garçon réagit à la vitesse de l'éclair à cet avertissement, assénant un coup de pied foudroyant qui fait plier en deux le joli visage. La brute autrefois si confiante est maintenant dans un état de confusion totale, incapable de croire ce qui a fait disjoncter Mino. Il crache des insultes et des jurons à tout va, aggravant sans le savoir sa propre situation. Vous voyez, Mino est normalement incapable d'utiliser ses pouvoirs démoniaques car ils ont été scellés. Cependant, chaque fois que quelqu'un lui lance des jurons, ces malédictions réveillent la magie démoniaque en lui. Plus il est maudit, plus le pouvoir qu'il peut manier est grand. En réalité, la mère de Mino était l'incarnation vivante des jurons. Elle les a inventés et les a déchaînés sur l'humanité. Avec sa jambe débordant de puissance après avoir absorbé tous les jurons, la vie assène un coup de pied sec dévastateur au menton de ce salaud. Ce coup de pied final transforme enfin le joli visage en une sale gueule, l'assommant net. Au fait, le joli visage et la sale gueule s'appellent Tao et Sung Yoon, et toute la classe est incrédule face à un spectacle aussi inédit. Pendant ce temps, notre garçon réfléchit à sa situation actuelle. Il a enfin percé le code.
Il a trouvé le moyen de vivre une vie divertissante tout en respectant les conditions de son père. Avec le sourire d'un pur démon, le frérot invite de tout cœur quiconque aime le détester. Il veut qu'il le déteste et qu'il lui balance tous les jurons juteux dont il a désespérément envie. Toute la classe se demande pourquoi Minot dit n'importe quoi tout d'un coup. L'intello à lunettes commence aussi à envisager le fait que Minot cachait sa véritable force depuis le début. Alors que toute la classe reste immobile, c'est l'intello qui s'approche du héros, lui demandant s'il va bien. Se rappelant que cet intello l'avait aidé plus tôt, Lava décide qu'il est le meilleur candidat pour devenir son larbin, alors il répond fermement qu'il va bien. Un peu plus tard, l'intello le bombarde de toutes sortes de questions sur sa récente augmentation de force. Il envisage même en plaisantant la possibilité que Minot soit une réincarnation d'un autre monde. En entendant cela, Lava s'inquiète, se demandant si le gamin a découvert son secret. Le gamin continue de divaguer, lui demandant quel genre de vie il menait dans son monde précédent. Peut-être vivait-il dans un monde d'arts martiaux, ou peut-être était-ce un monde de jeux. Craignant que cet intello ait réellement percé le code, Lava décide de tuer ça dans l'œuf avant que d'autres personnes n'apprennent son secret. Cependant, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, nous sommes entraînés dans un flashback. Un de ses amis proches l'avait un jour mis en garde contre le meurtre d'humains. Tuer des humains signifie l'annihilation de l'âme pour les démons. Le démon docile comprend l'implication, mais il se souvient clairement de la leçon de la professeure Cynthia. Elle leur avait conseillé d'écraser les humains à vue. Son ami l'avertit qu'elle n'a fait cette déclaration que de manière ironique. Voyez-vous, les démons sont les dieux qui président à la mort. Même si les humains sont des créatures stupides qui essaient toujours de s'entretuer, les démons n'ont toujours pas l'autorité de leur faire du mal, et il a déjà énoncé les conséquences. À l'époque, Lava avait pensé qu'il n'y avait pas besoin de s'en soucier puisqu'il n'allait de toute façon jamais visiter le royaume des humains. Mais dans le présent, Lava se retrouve dans une impasse, ne sachant pas comment faire taire cet intello sans l'étrangler à mort. Mais il semble qu'il n'en ait pas besoin. L'intello admet que ce dont il parle est une fantaisie totalement absurde, bien qu'il se sente désespéré, affirmant qu'il veut lui aussi vivre dans un autre monde. Lava réalise que les paroles de cet intello sont géniales, car il pue le désespoir. Alors que l'intello continue de divaguer, Lava est soulagé que le gamin ignore son origine démoniaque. Soudain, l'intello lui lance un compliment sincère pour avoir réduit ces deux brutes en bouillie. Se faire complimenter par un simple humain irrite définitivement notre démon. Tout comme les malédictions sont une douce berceuse pour lui, les compliments venant des humains lui semblent dégoûtants. La nuit tombe, et nous retrouvons notre garçon en train de réfléchir à sa situation. Même si un démon coincé dans un corps humain ne devrait posséder aucune capacité magique, ses pouvoirs magiques réagissent clairement. Comme il n'a pas de réponse valable à sa situation, il en profite pour se vanter de son titre de la vie Vindica, le descendant invaincu du roi démon. Cependant, ce même prince démon commence à se tordre de douleur et finit par s'effondrer sur son lit. Son corps tout entier lui fait mal car ce réceptacle a du mal à supporter sa magie. Le pauvre garçon passe près de la moitié de sa nuit dans une douleur atroce avant de finir par s'endormir. Le lendemain soir, l'intello et le prince démon rentrent chez eux. L'intello est occupé à exprimer sa gratitude à son ami. Voyez-vous, il n'y a pas eu un seul jour par le passé où il ne se faisait pas harceler, mais tout a changé depuis hier. Lava ne pense pas que la gratitude soit nécessaire, surtout que ces types cherchaient la mort de toute façon, une déclaration qui surprend son ami intello. Soudain, on appelle Minot par derrière. Quand notre garçon se retourne en entendant la voix, il trouve une bande de brutes frustrés. Le type qui mène la meute est en fait le frère de Sung-Yoon, l'un des jeunes que Minot a tabassé à mort il y a 2 jours. Ils sont agacés car ils ont pris une partie de l'argent pour assurer la protection de Minot, mais il ose les mordre en retour comme un chien au lieu de leur renvoyer l'ascenseur. Pendant que l'intello tremble d'appréhension, notre gars jubile comme un gamin dérangé dans un magasin de bonbons, voulant qu'on lui lance plus d'insultes. Même l'intello se demande quel genre d'ami masochiste et stupide il s'est fait. Le chef des malfrats sourit en demandant fermement à sa victime de le suivre. Le maniaque est plus qu'heureux d'obéir tant qu'il se fait copieusement insulter. Sur le chantier de construction isolé, tous les voyous sont présents, y compris Chung-Yeon lui-même. Son frère est mécontent de voir son frangin se faire démolir par ce petit avorton. Se tournant maintenant vers l'avorton, le caïd regarde audacieusement Minot dans les yeux, se demandant comment il devrait régler ça. Il ne le laissera certainement pas s'en tirer sans conséquence. Après tout, Minot s'en est pris à son frère, et il doit recevoir une leçon. Il demande à ce gamin taré si sa mère ne lui a pas appris les bonnes manières. Peut-être que sa mère est aussi tarée que lui pour lui avoir appris à frapper des gentils garçons comme son frère. Eh bien, Minot n'hésite pas avant d'acquiescer. Sa mère lui a, en effet, enseigné exactement ce que ce connard est en train de dire. Bien sûr, même si notre démon parlait en toute honnêteté, sa réponse effrontée et le sourire narquois plaqué sur son visage ont suffi à énerver la brute. L'imbécile arrogant explose alors en lui donnant une gifle bien sentie. Notre gars, d'un autre côté, est absolument ravi de voir sa mère se faire insulter. C'était de la musique à ses oreilles. Ces insultes invoquent les pouvoirs démoniaques dont il a besoin pour le moment, ce qui l'aide à saisir la main surpuissante de ce salaud. Avec une poigne ferme sur une main, Lava serre le poing avec l'autre et envoie un solide uppercut au visage de son adversaire, puis enchaîne avec un barrage de coups incessants. Il continue de tabasser ce salaud sans relâche. Cette tournure inattendue des événements laisse les autres voyous en panique,
restant sur le côté sans rien faire d'autre qu'insulter. Leur boss, cette salope démolie, ordonne à ses mauviettes de s'avancer et d'affronter ce type. Minot prend position, prêt à utiliser le pouvoir des insultes et à abattre toute la horde de hyènes. Il commence à donner des coups de pied et de poing à tous ceux qui s'approchent, un par un, les mettant à terre instantanément. Le pauvre intello qui se tient là n'a aucune idée de ce que c'est que ce délire hollywoodien. Les cris des victimes de Minot résonnent sur le chantier pendant un moment, mais ils s'arrêtent bientôt quand il ne reste littéralement qu'un seul homme debout dans l'arène, qui est notre garçon, bien sûr. Le fait de faire l'expérience de la violence et des malédictions ravit Minot au point qu'il se sent reconnaissant envers son oncle ainsi que sa mère. Voyez-vous, son oncle est celui qui a introduit la violence chez les humains, tandis que sa mère est l'inventrice des malédictions. Étant donné le goût rafraîchissant de la violence, il est reconnaissant envers son oncle. N'oublions pas l'intello qui va certainement remettre en question ses choix de vie une fois rentré chez lui. Il semble que l'intello ne soit pas le seul spectateur à observer notre garçon. Il y a un rat possédé qui surveille Minot avec une intention précise. Il s'avère que c'est son oncle même, envers qui notre garçon se sentait reconnaissant. L'oncle est heureux de voir son neveu profiter du petit cadeau qu'il a offert à ce monde humain. Rambe, celui qui a orchestré ce plan pour expulser le prince démon dans le monde des humains, est également là. L'oncle de Lava admire le gamin pour avoir exterminé la maison Ilka, en abrégé Ilt. Rambi soutient que le gamin a toujours fait ce qu'il voulait, donc c'est une galère de composer avec son entêtement. Ce qui stupéfie vraiment l'oncle, c'est la façon dont Gamadère, le père du garçon, l'a envoyé sans pitié dans le royaume des humains en guise de punition. C'est la règle des démons d'imposer une soumission forcée pour gérer les imprudents de leur groupe. Le royaume humain est aussi l'endroit où sont envoyés les pécheurs les plus singuliers du royaume des démons, ce qui signifie que notre garçon va bientôt faire face à de vrais défis. L'oncle se souvient comment son neveu ne causait autrefois que de petits ennuis. En même temps, Rambet comprend maintenant pourquoi le seigneur Barkan a béni son neveu avec la pierre de sang démoniaque. Ils sont prêts à visualiser les pécheurs jetés dans le royaume humain, alors le seigneur Barkin lui dit de partager les détails. En lançant des vrilles de magie noire, nous obtenons une visualisation de plusieurs puissants adversaires démoniaques que notre garçon va devoir rencontrer et vaincre. Le seigneur Barkin extrait les informations en absorbant l'énergie sombre circulant dans l'air, et il attend avec impatience le genre de performance que son petit-neveu va offrir, surtout face aux véritables ténèbres. Retournons à la vie scolaire normale de Minot. Son plus grand fan est un Midoriya au rabais, qui n'arrive pas à croire que ce type a éliminé le frère de Tao sans verser une goutte de sueur. Fait amusant, Minot mange des nouilles hyper épicées et pleure de douleur, mais fait semblant que ce n'est que de la sueur qui coule de ses yeux. Son ami lui a même conseillé de choisir une saveur pour débutants, mais notre protagoniste démon têtu n'est pas une mauviette. Alors il a choisi la saveur la plus épicée, enfer. Soudain, le téléphone de son copain sonne, mais le jeune hésite à répondre. Soudain, il dit à Minot que c'est un appel urgent et qu'il doit partir plus tôt sans lui. Le voir partir si soudainement attire le regard de notre garçon. Nous nous retrouvons dans la scène suivante où une femme termine sa dernière œuvre d'art. Sa toile est un humain qui a refusé de payer ses dettes, alors la maman gothique a gravé des symboles sur sa tête. À ce moment, un des hommes de G est amène Sion qui tremble de peur. Elle le nargue pour son retard et le force rapidement à ouvrir les yeux pour regarder sa création. Sion est dégoûté et terrifié. Les symboles signifient voleur. Et parce que ce type a refusé de payer ses dettes, elle l'a puni comme il se doit. G se demande si c'est le sort que le petit Sion désire aussi, puisqu'ils ont aussi une promesse personnelle. Effrayé, le garçon tient à peine le coup en expliquant que des choses ont interrompu sa progression. En le giflant, G exprime son agacement face à son incapacité à suivre les ordres. Pour le punir correctement, elle est ravie de graver quelques mots sur sa main ou même sur son dos. Sion implore sa pitié, alors elle lui offre une dernière chance de rectifier le tir, sinon il finira comme le type mort juste derrière eux. G lui ordonne de faire ce qu'elle dit à la lettre, sinon il est cuit. La nuit, le même gamin tremble devant son clavier, se demandant s'il doit vraiment aller de l'avant. Les conséquences de la désobéissance à Jai lui coûteront la vie, donc Sion n'a pas le choix. Quant à notre garçon, Minot a des douleurs comme s'il avait ses règles. C'est ce qu'on appelle les effets d'une chochotte face aux épices. Son estomac se tord et se décompose. Même si son corps est endolori après ce combat, Minot en a marre de ce corps de merde, alors il commence à faire des pompes pour se muscler. Le grand Lava Vindica refuse de mourir avec des stats physiques minables et se met au travail pour avoir un physique de tombeur. Cela dit, nous revenons à la perspective de Sion qui est à l'école. Il a un gadget dans la main. Quelque chose à propos de l'application l'effraie, mais l'image de Jai dans son esprit est encore plus effrayante. Le pauvre gars est coincé dans une situation merdique et ne sait pas quoi faire quand Minot vient prendre de ses nouvelles. À ce stade, Sion se demande s'il pourrait demander de l'aide à son ami, mais il sait aussi que ce serait dangereux. Jai et ses hommes sont extrêmement dangereux, donc cela entraînerait inutilement Minot dans son pétrin. Soudain, notre garçon sent une sorte d'odeur familière venant des environs. Juste à ce moment, une fille aux cheveux orange s'effondre et tombe par terre. Sungi a soudainement perdu connaissance, suscitant l'inquiétude de Sion qui vérifie son état. Mais quand il la retourne, cette fille ressemble à un chien enragé et à un zombie. Cela dit, c'est la petite amie moyenne quand on lui dit non. Blague à part, Minot sent une énergie démoniaque, mais le plus choquant est de savoir pourquoi un humain autre que lui la possède.
L'entraîneur se précipite pour attraper la fille et l'emmener à l'infirmerie. En passant, notre garçon aperçoit l'insigne marqué sur son bras. Ce symbole est en fait celui de la maison Hilt, mais ça n'a aucun sens qu'il soit sur le corps d'un humain. Minot est très intéressé et veut vérifier correctement, alors il se rend à l'infirmerie pour se faufiler dans sa chambre. L'infirmière l'arrête car ce sont les heures de repos, mais Minot utilise un de ses pouvoirs, quelque chose lié à la magie de l'oubli, en réinitialisant sa position après avoir pris le contrôle de son esprit. Bien que faible, il peut lancer des sorts mineurs comme celui-ci dans son état actuel. Notre garçon entre dans la chambre de Sung-gi qui le regarde avec une expression agacée. Adoptant un ton sérieux, il lui demande directement son identité. Au début, elle fait semblant de ne pas savoir, mais notre garçon lui tire violemment le bras, lui montrant la marque démoniaque et lui demandant pourquoi elle l'a. Sung-gi ne bronche toujours pas, alors cet homme la menace de la faire finir dans de grandes souffrances si elle n'avoue pas tout ce qu'elle sait immédiatement. Cette facette de lui est si effrayante qu'elle est terrifiée, sentant l'aura d'un démon divin émaner de son corps. Le ton de Sung-gi passe de l'agacement à la peur pure et simple alors qu'elle commence à révéler son lien avec Jae, comment il avait besoin que Sunja reçoive le tatouage si elle voulait rejoindre le groupe. Notre gars sent l'odeur qui se dégage de cette femme, et ce n'est pas à cause de son sandwich au double rôti de bœuf. C'est à cause de l'odeur familière des démons. Dans le royaume des démons, nous avons une séquence de flashback de l'époque où notre gars était enfant. Rambi ne voulait pas explorer cette zone, mais le provocateur têtu l'a traité de mauviette pour ça. Le gars a finalement dû suivre Lava car il avait peur de ce qui lui arriverait s'il y allait seul. Rambi ne comprenait vraiment pas le but et a décidé de se lancer dans une histoire sur ceux qui possèdent des yeux transcendants. Les démons qui finissent par perdre la vue le font de deux manières, soit parce que leur vision est trop claire, soit parce que leurs yeux dégénèrent et deviennent inutiles. Dans un endroit aussi louche, Rambi était sur les nerfs, mais Lava était prudent alors qu'il était sur le point d'arriver. Ils observaient de loin un cadavre avec une fleur éclose dans la paume de sa main. Ignorant tout danger, Lava s'est encore plus approché des fleurs tandis que Rambi identifiait le défunt comme étant Jérémy Hilt. Mais la question étrange est de savoir pourquoi ce corps avait des fleurs qui poussaient partout dessus. Imprudemment, Lavi en a extrait une, seulement pour que des lianes sanglantes sortent également des racines. L'odeur était merdique tandis que Rambi identifiait cette plante unique comme étant la fleur rongeuse. Minyo est convaincu que Sunji dégage la même odeur que la fleur rongeuse en ce moment même où elle le supplie d'épargner sa vie. De l'extérieur, chaque action de Lava est observée par Ramb et son oncle. Dans la scène suivante, notre gars se dirige directement vers le salon de tatouage de Jae. Au début, il se demande si la fleur et le tatouage ne sont qu'une heureuse coïncidence. À l'intérieur, une bande de mecs ne semble pas comprendre pourquoi Jae a un faible pour Sian. En réalité, ce n'est pas Sian qui est important, mais plutôt l'application. L'un d'eux tient un bonbon, une sorte de pilule qui a été récemment développée. L'autre gars l'avertit de ne pas le manger car il subira des effets dévastateurs comme Sung-gi, mais apparemment, ce type pense qu'il est fait différemment. Surgissant devant ces gars, Minot identifie les tatouages et la même odeur à nouveau. Il demande poliment si l'on tous eu ce tatouage par Jae. Le chef du groupe est arrogant et s'approche de notre gars en jouant les durs, pour se faire repousser les mains et se prendre une gifle magistrale à la Will Smith. Le type est mis KO sur le coup tandis que les autres voyous commencent à se demander qui est même notre gars. J'adore comment ce type distribue les coups sans aucune explication, vraiment pour le plaisir. Minot envoie ce type dans le décor d'un coup de poing tandis que ses potes le chargent bêtement, pensant que ce ne sera pas différent. Notre gars esquive le coup de poing et le lui rend au double, mettant le troisième KO. Le quatrième assaillant a une arme, alors Minot le tient à distance avec un coup de pied circulaire pour la porter, le renversant en douceur également. Sa seule question concerne l'emplacement de Jae, mais c'est à ce moment que le premier type qui l'a mis à terre se relève. Cependant, le type n'est plus un humain, mais un zombie méconnaissable avec pour seul but de tuer. Minot est stupéfait. La même énergie démoniaque persistante chez ce type est devenue beaucoup plus forte. Il fonce pour attraper notre gars. Même les schémas de mouvement de ce type ont changé, ce qui signifie sans aucun doute que la drogue l'a amélioré. Pas de chance, Minot trébuche et tombe. Maintenant, il est vraiment à découvert et n'a nulle part où fuir. L'humain démoniaque prépare un coup de poing puissant visant à tuer, et Minot réalise qu'il est dans le pétrin. La scène passe du côté de Jae, qui remarque que l'application n'est pas encore terminée. Ils parviennent à attraper le coupable qui leur a volé le ruban bleu. Le même voleur supplie d'être épargné pour avoir fait une erreur. Cependant, il fait face à certaines des personnes les plus impitoyables du coin. L'un d'eux prend des fleurs bleues du pot, se dressant au-dessus de ce type alors qu'il implore sa pitié. Sa fin est sinistre car le type prend ses fleurs et les lui enfonce directement dans la tête, mais ce n'était qu'un œil. La victime continue de supplier, mais ce type ne s'arrête pas et enfonce impitoyablement l'autre dans son œil restant. Et puis il est laissé là, gémissant et hurlant, maintenant aveugle en plus. Ces types ne croient pas aux secondes chances, et même quelqu'un comme Jae est morte de trouille juste en étant près de ce gars. Il veut qu'elle termine les choses rapidement sans plus d'excuses, la mettant dans une position de merde. Dehors, elle réfléchit à sa situation, appelant Sion sans arrêt pour avoir des nouvelles. Le pauvre gamin travaille sur l'application et rassemble assez de courage pour regarder son téléphone. Rebondissement, c'est en fait notre gars qui l'a appelé après avoir tabassé tous les types ici. Minot va droit au but et interroge Sion sur son lien avec Jae.
Notre gars sait que le binoclard a parlé à Gee, ce qui stupéfie Sayon tandis que Minot lui demande où elle se trouve. Sayon ne comprend pas ce qui se passe, mais Minot l'assure qu'il s'agit d'une affaire personnelle, et qu'il veut donc la trouver. Elle est généralement au salon de tatouage, mais apparemment elle n'est pas là en ce moment. Soudain, notre gars trouve une petite créature qui traîne à proximité, mais Sion le supplie de s'arrêter là et de ne pas s'impliquer davantage jusqu'à son arrivée. L'appel se coupe alors que le chat de tout à l'heure essaie d'agir normalement, mais Minot a déjà compris et s'approche du minou, attrapant la petite chose et la forçant à le regarder. Il sait que ce chat peut comprendre son langage, et un regard qui tue suffit à obtenir une confession de la boule de poil. Il a déjà observé la créature se transformer de rat en chauve-souris, et maintenant en chat. Minot n'arrive pas à comprendre ce qu'est cette chose jusqu'à ce qu'il apprenne qu'elle est une observatrice du royaume des démons chargée de le surveiller. Son travail est de surveiller les prisonniers sans se faire remarquer, c'est pourquoi elle tourne aussi autour de Lava. L'énergie de l'observatrice est si négligeable que notre gars se demande si elle est vraiment un démon. Il lui reproche également de se faire remarquer bien trop facilement. Même maintenant, ce stupide chat était debout sur ses pattes. Minot pense qu'il est inutile de continuer à parler à cette chose. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est la voix qui commande la créature, s'adressant directement à lui. C'est en fait Rambe qui est stupéfait des progrès rapides de Lava. Minot le nargue pour avoir utilisé un autre tour de merde et s'enquiert de ses objectifs. Son vieil ami reste évasif et ne partage rien. Agacé, Minot pose une question qui le tracasse, demandant s'il est courant que les prisonniers utilisent la magie dans la dimension humaine. Rambe souligne qu'il y a certaines exceptions et qu'il comprendra assez vite. Le prochain sujet d'intérêt est la fleur rongeuse. Minot explique son odeur intense, la même qu'il avait sentie à l'époque. La même fleur qui est censée être interdite dans leur royaume et d'une manière ou d'une autre disponible dans le royaume humain. Rambi suppose que les bêtes démoniaques de la maison Hit se répandent dans le monde entier au point que même les administrateurs du royaume des démons en ont pris conscience. Le fait que tout ramène à l'implication de la maison Hit énerve au plus haut point Minot, qui en déduit que certains de ses membres existent dans le monde des humains. Rambi rit, soulignant que le royaume humain n'est plus l'endroit innocent qu'il était. C'est une terre de manipulation sans fin. Rambi veut qu'il s'occupe de tout pendant son séjour, mais ses paroles sont vagues, déroutant Minot alors qu'il tente de comprendre de quoi il est censé s'occuper. La conscience de l'observatrice revient alors que Rambi coupe l'appel, aux grandes dames de notre gars. Dans la scène suivante, nous avons Gee, furieuse que Sion ait refusé de répondre à ses appels même après qu'elle l'ait appelé 1000 fois. Adoptant une seconde approche, elle appelle Seong-jun à la place et lui ordonne de retourner au bureau et de retrouver Sion immédiatement. De retour à Minot, il veut tirer des informations sur le monde humain de l'observatrice. Ces informations sont généralement à jour, et ses capacités de pistage sont excellentes. Cependant, il lui ordonne directement de reprendre sa vraie forme immédiatement ou sinon il est forcera. Effrayé, le chat mignon joint ses pattes et se transforme en un mignon démon aux cheveux bleus. Malgré cette entrée spectaculaire, Minot est vraiment déçu de sa faiblesse. Il lui demande son nom, sachant que Rambi l'a assigné pour une raison. Il s'avère que l'observatrice n'a même pas de nom, alors notre gars lui donne Street comme nouvelle identité à partir de maintenant. C'est approprié parce qu'il l'a ramassé comme un animal errant. Le nom semble moqueur, mais elle est ravie que quelqu'un lui donne enfin un nom comme ça. Minot exige alors qu'elle crache toutes les informations qu'elle a sur le royaume humain. Pendant ce temps, Sion court aussi vite que possible pour trouver Minot, pensant que son copain est en réel danger. Le pauvre gamin se souvient du jour où il a remporté le prix du défi d'application pour ensuite être confronté à Gee et ses hommes, ceux qui se sont moqués de lui pour avoir gagné à peine 500 pour la première place. Elle l'a pris en pitié et l'a kidnappé ce jour-là, volant sa joie pour la remplacer par la peur. Le patron de Gee a dit aux gamins de se détendre car ils étaient là pour affaire. Après tout, il était heureux de prêter aux gamins 50 millions en espèces tant que Sion leur cédait son application. Sion a rejeté l'offre attrayante, partageant qu'il n'avait jamais eu l'intention de gagner de l'argent avec l'application. Le patron ne cherchait pas cette réponse, et ce jour-là a commencé l'esclavage forcé de Sion sous le contrôle de Gee. Il chasse ses pensées effrayantes pour retrouver son pote quand soudain il tombe sur un grand type et réalise qu'il est foutu. Ces types cherchaient aussi le binoclard, et Sion leur a grandement facilité la tâche en venant directement ici. Même Jae arrive, la fureur dans les yeux. Cette fois, elle ne va pas laisser le gamin s'en tirer facilement. Gee le kidnappe à nouveau et dit à Seyon de coder l'application à vie sous leur supervision. Et s'ils osent ne serait-ce que s'échapper, ils le sauront car ils ont des yeux partout. Même à l'intérieur de la nouvelle cage de Seyon, ils ont placé un surveillant. Le gamin sait que tout est fini à ce stade, tandis que certains amis de Gee commencent à se demander si ce gamin est vraiment un développeur. Le garçon n'a pas de cran, mais leur patron veut l'utiliser pour diffuser leurs produits. L'application s'appelle Ymir, et même le nom semble merdique à ces types. En se connectant, Sion travaille sur son application tandis que son patron arrive, ressemblant à Shizaki de My Hero Academia. Il explique que l'application est en fait un élément central de la distribution que requiert le Blue Ribbon. Le but est d'extraire les informations de l'acheteur via l'application, puis de les utiliser pour manipuler le marché à volonté. Le suivi de localisation en temps réel dans le jeu leur permet d'étendre encore plus leurs transactions, et ses plans pour vendre le produit ont donc enfin pris vie. Le Blue Ribbon est la même drogue bonbon qui vous transforme en monstre enragé, et il est temps de la déchaîner sur le monde. Le jour suivant,
les élèves de l'école découvrent l'attrait de l'application, qui offre un cashback gratuit de 30 000 pour chaque personne qui parraine ses amis. 3 personnes, ça fait 100 000, alors toutes les filles veulent s'inscrire sans poser de questions. Elles sont tellement excitées par l'événement promotionnel offrant quelques pilules amaigrissantes, présentées comme un produit sûr et autorisé par l'industrie alimentaire. Bien sûr, tout cela n'est que mensonge. Le soir venu, le nombre d'inscriptions augmente de façon démesurée. G et son groupe célèbrent avec joie. Cependant, elle ne comprend toujours pas pourquoi ils n'ont pas pu attraper l'intrus qui s'est infiltré et a ruiné sa boutique. Après avoir vérifié la vidéosurveillance, tout ce qu'ils ont pu trouver était une chauve-souris. Apparemment, les images montrent une chauve-souris fixant la caméra, bloquant la vue. Toutes les autres caméras étaient bloquées par des rats. Rien de tout cela n'a le moindre sens pour G. Un message soudain de leur patron leur ordonne de se rendre à l'emplacement du stock. Pendant qu'ils sont en route, notre gars a l'air de s'ennuyer et demande pourquoi Street est occupé à se cacher dans la poubelle. Apparemment, Street a pris du poids et s'est coincé. Notre gars s'enfiche et l'interroge sur les résultats de l'enquête qu'il lui a confiée. La mignonne Démon est ravie de partager qu'elle a découvert des détails passionnants malgré la difficulté. Vous vous souvenez du voyou que notre gars a assommé? Il avait une poignée de ces drogues, dégageant la même odeur que la fleur rongeuse. Il est facile de comprendre que cette drogue améliore grandement les capacités d'un humain moyen, mais l'étrange est que la fleur rongeuse nécessite toujours un hôte pour sa culture. Le fait que cette drogue existe sans hôte est donc étrange, car cette même fleur a été déclarée éteinte même dans le royaume des démons. Street révèle que le nom du produit est Blue Ribbon, et il se propage actuellement parmi les humains sous différentes formes, comme des pilules amaigrissantes et des compléments. Minot est curieux de connaître les ingrédients bruts, mais c'est difficile d'enquêter là-dessus car le produit est fabriqué en secret. Même Street ne peut pas trouver ces détails, ce qui énerve Minot, car si tout ce qu'elle a pu faire est de trouver un nom, alors elle est nulle dans son travail. La surveillante panique et explique que chaque produit est actuellement distribué correctement. Et grâce aux grandes traînées d'énergie démoniaque ainsi condensées, il pourrait remonter jusqu'au fabricant. Notre gars lui tapote la tête, lui reprochant de ne pas y être déjà allé, mais la seule raison pour laquelle elle n'y est pas allée seule est que Rambi lui a ordonné d'accompagner la vie. Malheureusement, la petite démon doit rapporter chaque mot à Rambi. Elle doit exécuter leurs 2 ordres. La plaçant face à un dilemme, notre gars exige qu'elle choisisse entre les 2 maîtres. Soit elle le choisit lui, soit son maître d'origine, mais l'avantage de choisir la vie est qu'il promet de l'affranchir de sa condition de créature inférieure. L'idée d'être l'assistante badass d'un démon excite cette mignonne idiote, alors elle s'agenouille et offre son sang et sa loyauté à la vie seule, dorénavant. Usant de l'autorité de Lava Vindica, notre gars l'accepte comme sa subordonnée officielle et exclusive. Cela force le lien de Ramb avec elle à se rompre et à disparaître. Maintenant qu'il n'y a plus de distraction, il est temps de se rendre là où le Blue Ribbon est stocké. La nuit tombée, ils arrivent à l'endroit où la plus grande quantité d'énergie démoniaque est concentrée. Minot veut ouvrir une caisse pour en vérifier le contenu, mais des dizaines de chaînes bloquent chacune d'entre elles. À main nue, ce Mike Tyson en herbe frappe les chaînes d'un coup de poing si puissant qu'elles cèdent d'un coup. Le conteneur désormais ouvert, une odeur âcre s'en échappe et dégoûte les 2 démons. Une sinistre énergie démoniaque s'en échappe tandis que Street et Minot peinent à tenir debout. C'étaient les effets de la drogue. On a une autre séquence de flashback où l'oncle Recken entraîne son petit-neveu à l'art du combat. Il était en train de défoncer le gamin, refusant de le laisser rester une mauviette. Un coup de poing décisif de son oncle a fini par lui détruire les bras, projetant le gamin par-dessus la falaise. Lava est tombé vers sa perte, maudissant son stupide oncle qui a ri avant de descendre à ses côtés. Lava s'est lourdement écrasé au sol tandis que son oncle se demandait si le gamin était déjà mort. Soudain, leurs regards sont attirés par la vue d'un champ de fleurs rongeuses, rempli des cadavres de ses victimes. Le jeune Lava a été témoin d'une scène qu'il n'oublierait jamais. C'était comme voir la lumière et les ténèbres se diviser l'une l'autre. Des êtres qui ne pouvaient coexister se sont déchaînés, et entre eux, de nouvelles entités ont commencé à germer. À l'époque des hommes des cavernes, la première fleur a éclos dans le royaume humain. Tous ont observé sa capacité unique à drainer les démons et tout être qui entrait en contact avec elle. La fleur représentait le malheur et la destruction pour n'importe quel royaume. L'oncle Recken et son neveu ont regardé le champ être entièrement incinéré. La raison même pour laquelle ils l'ont brûlé ensemble explique pourquoi notre gars est si confus maintenant. La surveillante explique que le grand roi démon Gamadère, le père du garçon, a éradiqué chacune de ces fleurs du royaume. Ils sont donc tous les 2 perplexes de voir comment un si grand nombre d'entre elles ont pu être rassemblées ainsi dans le royaume humain. Minot ajoute soudainement que la fleur rongeuse vient en fait du royaume humain. C'est le seul royaume où la lumière et l'ombre se mélangent, le seul endroit qui permet la coexistence. D'après l'histoire humaine, on sait que les humains ont failli disparaître il y a des milliers d'années. Le fait même que la fleur existe dans les 2 royaumes simultanément implique qu'un cerveau est derrière tout ça. Street est sur le point d'ajouter quelque chose quand soudain une personne braque une lumière sur eux. G et ses hommes sont arrivés pour affronter les intrus, plaignant les gamins d'être tombés dans un piège mortel. Alors que le groupe de G pense que c'est le même type qui a saccagé sa boutique, Street explique que c'est elle qu'il cherche. G exprime sa frustration que notre gars ait fait irruption pour saccager son commerce. Elle ne sait même pas comment il est arrivé là. Minot va droit au but et lui demande si elle est responsable de la gestion de tout ça. Elle n'aime pas son attitude mais le confirme,
permettant à Mino de demander quels matériaux elle utilise pour le produit. G se moque de son audace à vouloir fourrer son nez dans leurs secrets commerciaux. Et bien que notre gars ne se soucie pas vraiment du produit, il pense aussi qu'il est dangereux de les laisser faire. G fouille dans ses poches pour prendre la drogue, rappelant à ses hommes d'être sérieux car un autre échec leur vaudra la colère de Yoon-mu. La méchante leur donne des tas de Blue Ribbon à manger, et ces clowns sont aux anges de recevoir ce précieux cadeau. G leur dit de la fermer et de vite les avaler, alors les 4 fous débat et gobent rapidement la pilule. Sachant que le combat va mal tourner, notre gars ordonne à Street de se cacher, car elle ne sera qu'une distraction. Quant aux hommes de G, ils sont devenus monstrueux et enragés, tandis qu'elle leur fait signe d'écraser leur cible. Tous les 4 s'élancent à grande vitesse, chargeant Mino, qui les traite sauvagement de bandes d'imbéciles intoxiqués et arrogants. Utilisant son œil de pierre de sang, il leur assure qu'il peut tous les abattre avec son miasme. Mino engage la première cible, lui donnant un coup de poing, puis il frappe l'autre gars juste derrière. Le gars bouge comme Kakashi avec son Sharingan en décochant un 3e coup de poing fulgurant. Cette fois, c'est un uppercut de folie. Ayant mis à terre 3 d'entre eux, il expose son dos et se fait plaquer par derrière. Mino tombe au sol, exposé au danger. Le même type essaie de lui mettre son genou dans le visage, mais notre gars l'attrape vite avant d'être touché. Le voir se faire submerger inquiète son assistante et réjouit G. Les 3 zombies se jettent démoniaquement en avant, attaquant Mino de toutes les directions. Parce qu'ils attaquent tous en même temps, il est difficile de riposter. Ces types sont bien plus forts que ceux qu'il a combattus avec le ruban bleu. C'est parce qu'ils ont fait une overdose de la drogue, accédant à une puissance encore plus grande. S'adaptant en conséquence, notre garçon se retourne pour une stratégie différente. Il monte rapidement pour attraper l'une des boîtes où le produit est stocké et plonge la main pour saisir un sachet. Mino écrase alors cette même boîte et la leur jette en pleine figure. L'odeur envahissante de la drogue a submergé les hommes affectés, et son odeur est méprisée même par notre garçon qui est submergé par son propre pouvoir miasmatique à cause de l'odeur. Pendant qu'ils sont encore étourdis, Mino attrape le visage d'un gars et le fracasse directement contre le sol, à la manière de Sung Jinwo. Pour en finir avec lui pour de bon, le frérot lui assène un 2e coup, lui défonçant le visage. Un des autres essaie de lui donner un coup de pied, mais notre garçon l'esquive avec finesse avant d'attraper le pied de ce type et de le renverser au sol également. Mettant le paquet, Mino, enragé, enfonce son pied sur la cheville de ce type, lui brisant la jambe. Un autre type s'avance pour tenter de le plaquer à nouveau, mais il se prend un revers comme celui de Nero Adam dans Devil May Cry 5. Mino enchaîne en attrapant le corps chancelant du grand type et lui fait littéralement une souplesse, à cet enfoiré. Du grand cinéma, explosez ce bouton, j'aime, si vous avez eu des frissons comme moi. G regarde, horrifié, incapable de croire comment ce type a monstrueusement abattu tous les humains améliorés en même temps. Le simple fait de le regarder lui donne la peur de la mort elle-même, alors qu'une aura démoniaque émane du corps de Mino, le faisant ressembler à tout sauf un humain. Tremblant pour sa vie, G a commencé à se demander si elle faisait face à une entité spectrale. Sur scène, Yuri se tient devant le public. Dans la pièce, sa mère, Kan Yoon-ju, l'encourage, certaine que quelqu'un de son niveau peut, sans aucun doute, rejoindre la compagnie de ballet venue. Soudain, 2 hommes entrent dans la pièce, et Yoon-ju est instantanément alerté, demandant sèchement qui ils sont. Il pose un bocal de ruban bleu sur la table, en s'excusant de leur intrusion. Comme c'était une commande en gros, ils sont venus la livrer eux-mêmes. Visiblement troublé, l'homme lui assure qu'ils s'occupent de tout entièrement par eux-mêmes. Pourtant, elle se demande si les rubans bleus ont des défauts. Yoon-mu se moque d'elle, disant qu'elle a déjà donné une grande quantité à sa fille et qu'elle ne s'en préoccupe que maintenant. Yoon-ju regarde instantanément l'écran et voit sa fille commencer à dysfonctionner comme un aspirateur cassé. Les hommes voient Yuri s'effondrer, se demandant quelle quantité la mère a donné à sa fille. Soudain, la cheville de Yuri se brise, et elle tombe sur la scène comme un mannequin. Tout le monde dans le public est abasourdi. La mère crie, car elle pensait qu'il n'y avait pas d'effet secondaire avec le ruban bleu. Les hommes disent nonchalamment que la règle ne fonctionne que lorsque la dose est prise en quantité appropriée, puis lui expliquent qu'il n'y a plus d'espoir pour Yuri. Elle aura besoin de cette drogue pour satisfaire même ses plus petits désirs afin de survivre. Toute sa vie, elle en sera dépendante. Yunjo est secouée car elle a beaucoup investi dans sa fille. Le téléphone sonne et Yoon-mu décroche. Jinji est à l'autre bout du fil, mais il la voit en larmes. Le téléphone est tourné vers notre garçon qui demande si c'est lui qui fabrique le ruban bleu. Yoon-mu est choqué et Mino lui ordonne de venir le voir avant de raccrocher. Yoon-mu se lève, prenant congé de Yoonju car il doit partir le plus vite possible. D'un autre côté, la fille aux cheveux bleus demande à notre garçon pourquoi les gens se droguent. La réponse est simple. À cause de la stupidité et de l'arrogance des gens, ils se tournent vers la drogue, certains qu'ils n'en deviendront jamais dépendants. Comme leur vie n'ont presque rien à quoi se raccrocher, ils choisissent la drogue pour donner plus de sens à leur existence. Alors la fille montre du doigt les voyous menés par Yoon. Instantanément, il demande pourquoi Mino voulait le voir. Notre gars balaie ça d'un revers de main, disant que ce n'était pas lui qu'il voulait voir. Il voulait juste se renseigner sur les drogues, le traitant de simple humain. En entendant ces mots, Yoon-mu est plongé dans un flashback de l'époque où il vivait dans les bas-fonds avec son père. Yoon-mu essaie de réveiller son père pour avoir plus de drogue, mais en le poussant, il réalise que son père est décédé.
Toute la vie de son père tournait autour de la drogue, et sa mort aussi. Mais sa mort ne rend pas Young triste. Au lieu de cela, il devient frustré car il est en manque. Il commence à donner des coups de pied dans le corps de son père, incapable de trouver un moyen d'obtenir plus de drogue. Soudain, les yeux de son père se mettent à briller, et Young-mu se demande si son père est mort ou vivant. Mais un esprit s'élève dessous son père à la place, demandant s'il est triste de la mort de son père. L'esprit démoniaque lui dit aussi que son père lui sera rendu s'il est incapable de supporter le poids de la tristesse. Mais Young-mu est plutôt soulagé que son père soit mort, et il ne se préoccupe que de la manière d'obtenir plus de drogue pour lui-même. Le démon voit le besoin pressant de drogue de Young-mu et lui tend une fleur rongeuse, lui ordonnant de nourrir la fleur avec le cadavre de son père. Le démon l'informe également que c'est une façon de se faire confiance et qu'il obtiendra ensuite tout ce qu'il désire. Le démon lui dit alors de tuer quiconque le trompe ou rejette la fleur rongeuse. Après cela, l'esprit démoniaque laisse la fleur rongeuse à Young-mu, lui donnant sa bénédiction. Immédiatement, Young-mu commence à donner le cadavre de son père à manger à la fleur rongeuse. De retour au présent, Young-mu est offensé d'être traité de simple humain. Notre garçon garde son calme et se demande s'il y a quelque chose en quoi Young-mu croit, quelque chose qui lui a donné une seconde chance dans la vie. Quand Young-mu révèle cette information, notre gars est déjà au courant du contrat que Young-mu a passé avec le démon. Pourtant, notre garçon s'avance, traitant à la fois le démon et Young-mu de déchets, ce qui le rend furieux. Il ordonne instantanément à ses hommes d'attaquer Mino. La fille s'enfuit immédiatement, mais Mino décide de s'occuper d'eux rapidement. D'un autre côté, le ruban bleu atteint des niveaux de vente massifs, ce qui pourrait signifier que des clients VIP de tout le pays vont se manifester. Toute l'équipe fait l'éloge de Young-mu car il a également établi des contacts en Chine et au Japon. Pendant ce temps, le créateur de l'application est inquiet depuis son lancement, car les drogues se propagent rapidement à travers elle. Revenons à notre héros, Jinji pleure en regardant notre garçon et ses mouvements inhumains alors qu'il abat les voyous tout seul. Mino défie alors Young-mu de le combattre. Young-mu se souvient de ce que l'esprit lui a dit, de tuer quiconque rejette la fleur rongeuse ou le tronc. Il sort 3 rubans bleus et les avale en acclamant son seigneur, Bower-Hilt. Ainsi, il prend les ordres de son seigneur démon, Bower-Hilt. Juste avant que le type ne s'avance pour frapper Mino, Jinji lui crie que le héros ne semble pas être un lycéen ordinaire. Il ressemble plutôt à un de ces types avec qui Young-mu a créé la nouvelle drogue. La mention de la nouvelle drogue étant liée à lui prend notre garçon par surprise, et le type aux cheveux violets en profite pour donner un coup de poing à Mino. Cependant, juste un instant plus tôt, le héros le sent et arrache le bras du garçon. Sans perdre une seconde, le salaud rouquin lance un barrage de coups de poing sur son adversaire, laissant notre garçon choqué par sa vitesse folle. De même, Yang-mu est aussi surpris de sa force, alors il demande à notre garçon s'il a également reçu la bénédiction de son dieu, car il veut que son seigneur ne soit qu'à lui. C'est à ce moment que Mino comprend la raison de la fleur rongeuse et de l'odeur immonde venant de Yang-mu et demande si le dieu en qui il croit est Bower-Hilt. En entendant le nom de son seigneur, Young-mu devient plus en colère, tandis que notre garçon se moque de lui pour croire en ce démon pathétique entre tous, comme s'il n'avait rien d'autre en quoi croire. Cette remarque met le type encore plus en colère, et il crie sur Mino pour avoir insulté son dieu, celui qui a eu pitié de lui. Testant ses limites, le héros se moque une fois de plus de Young-mu et de Bower-Hilt en disant à quel point ce démon devait être pitoyable et misérable pour venir voir ce type alors qu'il était en fuite et se cachait. C'est le moment où Young-mu atteint le sommet de sa colère et couvre notre garçon de nombreux coups de poing avec sa vitesse fulgurante tout en lui criant d'oser parler de son seigneur comme d'une ordure. Tout en se défendant contre les puissantes attaques de Young-mu, Mino pense à la façon dont Bower-Hilt s'est fait un nom. Il se souvient de son combat contre ce démon quand il a massacré tous les hommes de Bower, mais Bower a réussi à s'échapper lâchement. Le héros ne supporte pas de voir comment ce lâche solitaire est traité comme un roi ici. Ainsi, il demande à Young-mu où se cache son seigneur. Quand notre garçon n'arrête toujours pas d'insulter Bower, il libère une forte puanteur de son corps en utilisant plus de pouvoir pour tuer le héros. Il attrape Mino par les cheveux et continue de le frapper brutalement tout en affirmant que le ruban bleu et Bower-Hilt ne sont qu'à lui. Cela fait réaliser au protagoniste que Young-mu a perdu la tête à cause de l'énergie démoniaque et qu'il va maintenant vraiment le tuer. D'un autre côté, Street a peur de voir Mino se faire battre comme ça puisqu'il est dans un corps humain. S'il avait été dans le royaume des démons, il aurait pu facilement utiliser ses capacités. Dans le royaume des démons, Van B regarde Young-mu perdre le contrôle et dit que le sujet de test pour la fleur rongeuse a complètement fusionné. Il peut voir que Mino n'est pas capable de le maîtriser car il est dans un corps humain sans pierre de sang démoniaque. Alors qu'il dit que l'âme de Lavus pourrait être détruite à jamais, l'autre démon rusé à côté de lui demande à Van B s'il sait ce que Lavus déteste le plus. Après avoir plaisanté sur le fait que Lavus a un caractère assez exécrable pour tout détester, son oncle révèle que c'est la saleté que notre garçon déteste le plus, car il est misophobe, la peur des choses sales. C'est ainsi que le héros attrape le poing de Young-mu, ne supportant plus l'odeur immonde, et il projette le garçon au loin. Mino a l'impression d'avoir retrouvé sa force d'antan. Sur ce, il utilise sa grande énergie et fonce sur le garçon pour mettre fin rapidement au combat et à la puanteur. Dès que notre garçon assène un coup de poing à Young-mu, ce dernier n'arrive pas à croire qu'un humain puisse posséder autant de puissance. Quand le démon en Mino s'entend traiter d'humain, il frappe le garçon si fort qu'il est projeté en arrière avec le nez cassé.
Choqué par la force du protagoniste, Yoon-moo lui demande ce qu'il est. Mais comme l'odeur du garçon rend Minho fou, il lui assène un autre coup de poing. Même Rang ne peut pas comprendre la soudaine montée d'énergie en Minho, alors l'autre démon explique que le héros a dû avoir mal à la tête à cause de l'odeur, car il ne supporte pas la saleté. Ainsi, sa misophobie l'a conduit à un éveil, lui permettant d'utiliser une partie de son pouvoir originel. Rang est surpris de l'apprendre, car même avec la pierre de sang, il est impossible pour le corps d'un pêcheur d'utiliser pleinement le pouvoir du royaume des démons. À cette affirmation, l'autre démon déclare fièrement que Lava n'est pas un type ordinaire. En fait, Lava tient de lui. Après avoir lancé un coup de poing, Minho dit à Yoon-moo de s'estimer heureux qu'il ne puisse assassiner personne avec ce corps. Cependant, le garçon ne peut accepter que lui, qui a reçu la bénédiction de Bower, puisse être vaincu si facilement. Par conséquent, il essaie d'avaler plus de ruban bleu. Pour ne pas le laisser mourir, le héros lui dit d'arrêter et lui assène un coup si puissant qu'il se retrouve avec la mâchoire brisée et la tête encastrée dans le mur. Finalement, Minho se couvre le nez alors que la puanteur commence à se dissiper. Si on fixe les données de son application, il réalise que ce n'est pas ce qu'il voulait accomplir avec cette application. Chaque jour, entre les murs d'une prestigieuse école, on peut trouver des gens qui prétendent aimer quelqu'un, détester quelqu'un ou être proche de quelqu'un. Il voulait que ces gens trouvent de vraies relations, où ils se rencontrent sans aucune fausseté, mais son application bien-aimée est utilisée pour distribuer de la drogue. Sion pousse un soupir et se met rapidement au travail sur l'ordinateur. Les gens à l'extérieur remarquent les changements dans leurs applications, se demandant si c'est une erreur ou un virus. Sion entend les murmures de l'extérieur, verrouille rapidement la porte de l'intérieur et appuie sur des boutons pour supprimer l'application. Les voyous comprennent ce qui se passe et commencent à frapper à la fenêtre en verre, lui hurlant d'ouvrir la porte, sinon il aura de gros ennuis. Sion travaille sur l'ordinateur, essayant de supprimer définitivement l'application. Pendant ce processus, ses yeux se posent sur le petit bouton d'avertissement. Soudain, un grand fracas retentit alors que les voyous pénètrent dans la pièce. Le chef lui assène un coup de poing au visage, lui demandant s'il a toute sa tête, car ce qu'il fait n'a aucun sens. Un autre vérifie l'onglet de chargement, comprenant ce que Sion essaie de faire. Le gamin essaie de supprimer l'application, et si Yang-moo l'apprend, ils sont foutus. Reprenant courage, Sion se lève, blesse le chef et court vers l'extincteur, déclarant que c'est son application à détruire. Les voyous commencent à tousser à cause de la fumée. Sion vérifie l'onglet de chargement, remarquant que le processus est presque terminé. Soudain, l'un des salauds plaque le gamin au sol. Il hurle à ses sbires, disant à quelqu'un d'attacher Sion pendant qu'il l'étrangle, essayant de l'étouffer. Les yeux de Sion commencent à pleurer, réalisant que c'est tout ce qu'il était capable de faire à la fin. Une tête apparaît derrière la fumée, puis une seconde plus tard, un œil rougeoyant sur la tête se ferait un chemin. Minho demande au voyou ce qu'il fait avec son serviteur et lui assène un coup de poing au visage. Après avoir roué de coups le premier type, il continue en dévastant aussi les autres salauds. Il déclare qu'ils sont des imbéciles de penser qu'ils peuvent toucher à son unique serviteur, car même s'il devait en mourir, il ne laisserait jamais personne toucher à ce qui lui appartient. Sion se met à tousser. Il se souvient de quelque chose d'enfoui au plus profond de lui, du jour où il a montré à Minho l'application qu'il développait. Il lui avait expliqué son but et lui avait aussi montré l'icône qu'il avait conçue juste pour lui. Minho avait de nouveau été emmené par les brutes. Il ne savait pas où il était, ni comment il allait. Sion avait pris des notes à ce moment-là pour enfin faire quelque chose. Il a donc créé un bouton d'alerte qui pouvait montrer la localisation de l'autre personne, afin que les amis comme lui puissent rester ensemble et protégés. Il avait promis de ne plus jamais laisser personne blesser Minho. L'ancien Minho l'avait remercié pour sa prévenance, promettant qu'il serait le premier à télécharger l'application. Le Minho actuel lui montre le bouton d'avertissement lumineux, lui demandant s'il l'a envoyé exprès. Sion laisse couler ses larmes, le remerciant d'avoir reçu et compris son signal. Ils sortent du bâtiment pendant que Street s'occupe de Gee. En une seconde, Gee lâche prise et s'enfuit loin d'eux. Minho dit à sa disciple Démon que ce n'est pas grave, car les fleurs rongeuses qu'elle possédait ont déjà disparu. Sur le côté, Yeonju alerte les pompiers pour l'incendie, remarquant l'énergie sombre qui émane de Myung-gu, qui gît inconscient près de l'arbre. De retour dans la ruelle, Sion remarque la fille Démon qui continue de suivre Minho. Pendant ce temps, notre garçon est perdu dans ses pensées, réalisant que ce salaud de Rambe et son oncle l'utilisent. De retour à la maison, Sion est inquiet pour l'état de Minho, le pressant d'aller au moins à l'hôpital. Mais notre garçon est un tank et n'a pas besoin d'être soigné. Le binoclard est vraiment heureux que son copain soit venu, même s'il a juste appuyé sur le SOS sur un coup de tête. En gros, le pote pense qu'il est venu grâce au signal, mais en réalité, ce type passait juste par là par hasard. L'assistante de Minho le fait taire, chuchotant qu'il n'est pas judicieux de parler de coïncidence. Revenons en arrière pour voir ce qui s'est passé. Minho emmenait Gee à son repère. Frustrée, elle pensait qu'il allait aussi loin uniquement parce que le nabo de Mark Zuckerberg était son ami. Le plus drôle, c'est que Minho ne savait même pas que Sion avait été capturé par le groupe de Gee, mais grâce à cela, il a compris pourquoi Sion n'était pas venu à l'école. Gee était perplexe, ne sachant pas pourquoi ce type allait si loin s'il ne donnait même pas la priorité au sauvetage de Sion. C'est à ce moment-là qu'il a vu le signal SOS retentir. De retour au présent,
Street ne veut pas que son maître parle de coïncidence, car ce serait un très mauvais coup pour sa relation avec son ami. Après tout, Minot va être coincé ici pendant un moment, il a donc besoin de se faire des amis. Le gamin le voit même comme un modèle. Il se sent béni qu'il soit venu le sauver. Sion prend la parole et demande qui est cette fille aux cheveux bleus. Minot révèle qu'elle n'est qu'une subordonnée, ce qui surprend son ami. Intrigué, Sion décide de poser une question à Minot, en se basant sur le fait qu'il a changé si soudainement et qu'il a maintenant même une amie étrange. Au fond de lui, Sion craint le pire, que son ami soit sous l'influence d'une terrible organisation. Il ne veut pas que Minot s'entoure de gens dangereux. Pendant ce temps, notre garçon comprend qu'il ne pourra pas éternellement donner de fausses excuses à son serviteur. Il est donc d'accord avec l'analyse de Sion et lui lâche la bombe, il est le fils du grand roi démon. Tous ces grands mots sont passés complètement au-dessus de la tête du gamin. Il ne pouvait même pas comprendre, luttant pour saisir ce qu'il venait d'entendre, quand soudain il est surpris par un chat qui se repose sur ses genoux. Fatigué d'expliquer, notre garçon laisse la parole à sa subordonnée, et c'est ainsi que le chat s'est mis à parler, faisant mourir de peur le pauvre étudiant. Avec tant de choses à gérer, Sion s'évanouit sous le choc. Pendant ce temps, la séance d'humiliation de Shizaki du pauvre est terminée, et il regrette maintenant de ne pas avoir pu tuer sa cible plus tôt. Une silhouette s'approche de la voiture où il était détenu et neutralise immédiatement l'un des policiers, l'endormant. Il plaignait l'état de Yoon-mu, qui a explosé devant son maître pour avoir échoué à cause de son erreur. Seigneur Bauer ne l'écoute même pas et a l'intention de l'emmener ailleurs pour une conversation en bonne et due forme. Pendant ce temps, les policiers aux alentours ont ensuite entendu des rapports sur le démantèlement complet des distributeurs. La plus grande préoccupation était que les drogues qu'ils ont trouvées avaient même été approuvées par les autorités de réglementation des médicaments. Le fait qu'une entreprise essayait de distribuer des drogues dangereuses en quantités absurdes à des enfants est alarmant. Mais lorsque la policière se tourne sur le côté, elle aperçoit le détective chat au sol. Elle se précipite vers lui et vérifie à l'intérieur de la voiture pour découvrir, choqué, que le captif s'est échappé. Dans un autre lieu, le seigneur Bauer a amené son enfant raté. Yoon-mu supplie pour une seconde chance, croyant qu'il peut absolument tuer sa cible tant qu'il peut dévorer plus de drogue. Son maître se moque de lui pour ne pas voir la valeur perdue des fleurs qu'il vient de brûler. Seigneur Bauer avait consacré beaucoup trop de travail à rassembler un groupe d'humains juste pour les utiliser comme hôtes pour les fleurs. Il trouve décevante l'inutilité même de ses serviteurs qui ont ruiné ses fleurs. Une fois de plus, Yoon-mu plaide pour une chance, promettant de terminer son travail. Lui infligeant un karma absolu, Bauer lui enfonce la fleur directement dans l'œil, le faisant hurler d'agonie. Mais ce n'est que le premier, alors que son maître insiste sur leur serment de sang. Le seul moyen pour Yoon-mu de prouver sa loyauté maintenant est à travers les fleurs, mais il est bien trop occupé à crier pour se concentrer sur les paroles de Bauer. Revenons voir ce que G est en train de faire. Elle essaie de voler le portefeuille et de s'enfuir, mais elle ne le trouve pas et finit par tomber sur un fou qui a ingéré la drogue. G ne comprend pas pourquoi cela lui arrive encore, mais ce n'est que justice étant donné qu'elle a permis la torture de ces humains. Le fait qu'il puisse à peine parler l'amène à se demander quelle dose il a ingéré. En regardant à sa droite, elle trouve une arme utilisable, mais son arrogance est anéantie en quelques secondes lorsqu'il lui enfonce une lame dans le flanc. G s'effondre de douleur, incapable de faire quoi que ce soit, tandis que l'homme devenu fou ne réclame que plus de ruban bleu. Il devient fou dans son épisode maniaque tandis que G se ressaisit, réalisant qu'elle a été gravement touchée. La même fille qui prenait plaisir à torturer les autres pleure à chaudes larmes, terrifiée à l'idée de devoir mourir ainsi. À ce moment-là, quelque chose commence à arriver à l'homme. Une énergie démoniaque sombre fait apparaître Rampe de son corps, qui se demande si Lava va détester ça encore plus. Elle ne sait pas qui est ce type et continue d'implorer de l'aide, mais Rampe lui dit cruellement qu'elle devrait accepter son destin en enfer. G est confuse au seuil de la mort, tandis qu'il l'assure qu'il ne jettera pas son corps. Alors que la scène change, l'oncle Barkan est convoqué par la reine des démons, Aeneas. Dame Aeneas se plaint immédiatement à lui d'avoir comploté des farces contre son petit qui a été envoyé dans le monde des humains. Le seigneur Barkan affiche un grand sourire et répond que son fils a déjà grandi maintenant, et qu'elle devrait sérieusement arrêter de s'inquiéter autant. Son frère l'informe ensuite qu'il a été assez prudent pour placer une pierre de sang démoniaque à l'intérieur du corps de Lava avant de le laisser descendre. Cette révélation effraie encore plus la reine alors qu'elle commence à gronder son frère sans arrêt. Barkan réplique, lui disant de faire confiance à son enfant pour une fois au lieu de le couver. Sur ce, Aeneas révèle qu'elle est en fait inquiète de l'instabilité du monde en ce moment. Si la rumeur se répandait que son fils, l'unique héritier du trône des démons, est seul dans le monde des humains, le monde entier commencerait à s'effondrer dans le chaos. L'oncle Barkan, cependant, ne semble pas du tout inquiet, et au lieu de cela, le seigneur se vante que le gamin tient de lui et que sa capacité de combat est meilleure que n'importe qui d'autre. La reine éclate de nouveau de colère et frappe fort son frère à la tête, clairement excédé par ses bêtises. Agacé par sa sœur, le seigneur demande à Rampe de lire tous les livres qu'il peut trouver pour découvrir un moyen de se débarrasser des sœurs aînées pour de bon. Rampe essaie de les calmer tous les deux, mais les frères et sœurs royaux finissent quand même par se battre violemment alors que la dispute devient complètement hors de contrôle. La scène revient sur la planète Terre où Lava se la coule douce. Sion lui demande de confirmer s'il est vraiment ce qu'on appelle un véritable démon.
Lorsque le seigneur Lava l'admet nonchalamment, le pauvre garçon, Sion, commence immédiatement à s'inquiéter que plus rien ne l'empêche d'aller directement en enfer une fois qu'il sera mort. Lava, cependant, dit au garçon que cette terre est déjà un enfer sur terre, et qu'une fois qu'il l'emmènera dans le monde des démons, personne là-bas n'osera même le toucher. Il se déclare fièrement comme l'unique successeur du trône des démons, et entendre cela ne fait qu'effrayer davantage Sion, qui essaie désespérément de négocier pour ne jamais avoir à y aller. Alors que Lava pense à son retour, il se souvient de Rambe et a hâte de faire des sucettes avec ses globes oculaires, savourant clairement bien trop cette pensée. Quand Sion finit par assimiler toutes ces absurdités sur les démons, il se demande ce qui serait arrivé au vrai Mino. Street explique que Mino allait mourir de toute façon et que les démons ne sont autorisés à utiliser de tels réceptacles que comme des cellules de prison destinées à punir d'autres démons. Cette nouvelle rend le pauvre garçon anxieux alors qu'il commence à se sentir coupable de n'avoir rien pu faire en tant qu'ami à l'époque. Lava le remarque et lui demande pourquoi il a l'air si triste tout d'un coup, puis il évoque à nouveau le fait qu'il n'a qu'à tenir quelques décennies de plus dans ce monde avant qu'ils ne se rendent enfin ensemble dans le monde des démons. Sion se rend compte qu'à ce stade, quoi qu'il fasse, il va définitivement être entraîné de force dans un voyage vers le royaume des démons. Quand Lava demande à Street de lui expliquer à quel point le monde des démons est magnifique, elle invente des choses et raconte qu'il y a une odeur de sang et de chair humaine partout, ce qui fait instantanément hurler de terreur le pauvre gamin. Le prince démon avertit alors son nouveau sbire qu'il ne doit absolument laisser fuiter aucune information à son sujet. En rentrant chez lui, Lava sent tout son corps lui faire très mal, et une douleur migraineuse commence à s'installer alors qu'il se demande si cela est dû à une surutilisation du pouvoir de la pierre de sang. Alors qu'il entre, Mina le surprend avec une fête d'anniversaire, avec un gâteau qu'elle et leur mère ont préparé ensemble juste pour lui. Elle l'attire pour un selfie, mais le prince démon se fiche éperdument des anniversaires et interroge plutôt sa sœur sur le pansement sur son visage, ce à quoi elle répond nonchalamment que ce n'est rien. Elle prétend qu'elle s'est juste fait un bleu en essayant de sauver une grand-mère de quelques jeunes qui la harcelaient. Lava trouve étrangement intriguant et amusant qu'elle ait essayé d'aider les autres alors qu'elle est si frêle elle-même. Mina prend alors une cuillerée de gâteau et la fourre de force dans la bouche de son frère, et le démon ne peut résister à la douceur, tombant instantanément amoureux du goût. À ce moment-là, leur beau-père déboule dans la maison en hurlant qu'il s'est fait bombarder d'œufs pendant son discours de candidat aux élections municipales. Il fulmine en disant qu'il veut tous les massacrer et, dans sa rage, frappe violemment son assistant au visage. Quand sa femme essaie de l'arrêter, le vilain beau-père, Jun Taishik, s'en prend à elle aussi, la frappant et la repoussant. Mina s'avance pour protéger sa mère, mais le père ne s'arrête pas là et tourne sa colère vers le gâteau, arguant à quel point il est humiliant pour lui de se faire lancer des œufs pendant que sa famille est à l'intérieur en train de faire un gâteau avec ces mêmes œufs. Il repousse violemment Mina et détruit complètement le gâteau. La mère de l'enfant essaie désespérément d'arrêter Taishik et lui rappelle que c'est l'anniversaire de Mino, mais le beau-père rétorque qu'il n'approuve aucun anniversaire aujourd'hui. Il lance un regard furieux à son fils puis quitte les lieux en trombe. Lava, cependant, brûle de colère après avoir vu son gâteau se faire démolir, et son opinion sur le beau-père de Mino change radicalement alors qu'il le fixe d'un regard glacial et mortel. Ce soir-là, Taishik crie dans son bureau parce qu'un certain Wijun-mu ne lui a toujours pas payé son argent. Le père avide est à court d'argent, dont il a besoin pour prendre une photo avec le député Park afin de pouvoir se promouvoir correctement en tant que candidat. Au moment où sa colère atteint son paroxysme, son majordome se précipite et informe Taishik que sa fille est devenue virale pour avoir aidé une vieille dame qui se faisait harceler par des jeunes. Les majordomes partagent un plan avec le candidat maléfique, expliquant comment il pourrait exploiter sa propre belle-fille en révélant publiquement leur relation et en s'assurant des votes garantis aux élections. Le vilain beau-père affiche un large sourire alors qu'il commence à planifier d'utiliser sa fille comme une poule aux œufs d'or pour satisfaire ses désirs cupides. Alors que la nouvelle de Mina se répand comme une traînée de poudre, elle parvient même à la PDG de Knox, Han Yongju. Yongju convoque sa fille, Uni, et son fils, Han Soja, leur montrant le visage de Mina tout en louant ouvertement sa beauté. L'ancienne sorcière de l'avarice, Mara, annonce calmement à ses enfants qu'elle a décidé que le corps de cette fille deviendra son nouveau réceptacle, car l'actuel commence à paraître bien trop vieux. La sorcière de l'avarice considère que c'est son jour de chance, convaincue d'avoir trouvé un corps qu'elle croit absolument parfait pour ses besoins. Ses enfants, cependant, ne semblent pas très enthousiasmés par l'idée, et Soja commente à contre-cœur que Mina ressemble à une jolie poupée. Pendant ce temps, le père de Mina tire profit avec succès de l'image de sa fille en se hissant en tête des sondages d'opinion. Il ordonne à son majordome de programmer la diffusion d'une autre vidéo de sa belle-fille plus tard dans la soirée, s'assurant que sa popularité reste exactement là où elle est. Taishik sourit en coin, n'ayant jamais imaginé que sa famille de bons à rien pourrait finir par lui être aussi profitable. Il ordonne à son majordome de dénicher tout ce qui peut être utilisé pour monétiser sa fille, proposant des idées comme des apparitions caritatives et du bénévolat public pour en tirer tous les bénéfices possibles. À ce moment-là, Taishik est informé qu'ils ont été approchés directement par la PDG de Knox, et entendre cela ne fait qu'illuminer encore plus les yeux du salaud avide. L'histoire se tourne à leur version, qui soutient qu'il n'avait aucune idée que le beau-père de Mino se présentait même au poste de maire. Lava lui demande s'il connaît vraiment si bien la famille de Mino, et Sion explique que même si Mino parlait rarement de sa vie personnelle, la seule chose dont il était toujours sûr,
c'était à quel point Minho était proche de sa sœur. Lorsque Xion commente à quel point Minho la chérissait profondément, quelque chose fait-il chez Lava. Lava se souvient que son grand-oncle lui a dit un jour de chérir ses proches de la même manière qu'il devrait chérir Rambe et lui-même. À ce moment-là, Street, sous forme de chaton, essaie de sortir par un trou dans le mur, mais finit par rester coincé à mi-chemin. Il s'avère que la gourmande a été si obsédée par la nourriture qu'elle a réussi à faire beaucoup trop gonfler son ventre. Lava lui demande ce que Rambe a dit, et elle répond nonchalamment que Rambe n'était pas là du tout et n'a laissé qu'une note. Lava l'ouvre et lit la note, pour découvrir que Rambe le complimente d'une manière agaçante et suffisante. En plus de ça, le nerd assigne à notre prince démon la tâche de s'occuper du seigneur Bowerhilt. Cela met instantanément Lava en colère, et il se met à crier qu'il va assassiner le nerd avant même de penser à toucher à Bower. Sion le sort de sa torpeur en mentionnant que son père avide est en bonne voie pour être élu maire à ce rythme. Lava n'arrive pas à croire qu'une personne comme ça puisse réellement devenir maire, et le simple fait de penser à l'homme lui fait associer ce type à un signuru. Il demande à Street si ce beau-père est en fait un signuru qui est descendu dans cet enfer humain. Sion demande ce qu'est un signuru, et il apprend qu'il s'agit des infâmes démons glutnopus du royaume démoniaque. Ils sont détestés par presque tous les démons car ils n'arrêtent jamais de manger, peu importe la quantité qu'ils consomment. Street objecte rapidement et dit que Taishik n'est qu'un simple humain après tout. Lava se moque de Street en réponse et lui dit d'arrêter sa frénésie alimentaire, l'avertissant que si elle continue comme ça, elle pourrait se transformer elle-même en démon glouton en un rien de temps. Ce soir-là, alors que Lava rentre chez lui, il trouve la PDG de Knox, Han Yongju, déjà présente pour recruter sa sœur dans le groupe de divertissement Knox, Zira. Elle explique qu'elle veut que Mina travaille sous ses ordres en tant que danseuse principale du groupe. Leur mère s'y oppose, disant que sa fille n'a jamais souhaité devenir une célébrité, mais elle est immédiatement interrompue par Taishik pour avoir osé parler devant la PDG. Il s'excuse au nom de sa femme, balayant cela d'un revers de main en disant qu'elle est un peu trop conservatrice. Yongju réconforte doucement leur mère et l'assure que des dispositions appropriées seront prises pour que Mina puisse concilier ses études avec ses activités chez Knox, présentant tout cela comme une opportunité unique. Elle renforce davantage son argument en expliquant que les temps ont changé et que les célébrités de nos jours peuvent facilement poursuivre leur carrière tout en fréquentant l'université de leur choix, ce qui semble tout à fait raisonnable et sûr. Alors que leur beau-père est sur le point de vendre sa fille en signant les documents, Mina commence à se sentir anxieuse et mal à l'aise. À ce moment-là, la PDG remarque Minho qui se tient là et le salue également, se présentant poliment. Quand Lava ne la salue pas en retour, le grand méchant perd le gronde immédiatement pour son impolitesse et son arrogance, mais il est rapidement interrompu par la PDG elle-même qui dit calmement que ce genre de comportement est normal pour les jeunes de nos jours. Lava se souvient de ce que Sion lui a dit sur la façon dont le propriétaire originel du corps chérissait profondément sa sœur. L'histoire se déplace alors dans le passé du prince démon, à une époque où il a une séance d'entraînement avec son oncle. Le seigneur Barkan dit au gamin que le monde est rempli de forces maléfiques qui cherchent constamment à renverser le souverain. Et en tant que successeur, il devra un jour accomplir la volonté de son père, Ganduvae, expliquant l'immense responsabilité d'accueillir et de protéger ses partisans. Le jeune homme soupire et soutient que sa propre force devrait lui suffire amplement, mais son oncle se contente de rire et dit qu'un jour viendra où son cœur sera attiré par les gens sans même qu'il s'en rende compte. Barkan dit au gamin qu'il changera à ce moment-là, mais en tant qu'enfant démon ayant déjà vécu plus de 100 ans, Lava se fiche éperdument de telles paroles. De retour au présent, Lava prend enfin la défense de Mina et lui demande de lui dire honnêtement si elle est forcée à faire ça contre sa volonté, l'assurant qu'il s'occupera de tout lui-même. Mina hésite un instant, son esprit se remémorant toutes les fois où son beau-père a horriblement traité leur famille. Elle se souvient du jour où sa mère se faisait battre sans pitié en essayant de prendre les enfants et de fuir Taishik. Sa mère l'a supplié désespérément, et même Mina a essayé de s'interposer. Mais peu importe ce qu'elle disait, cela n'avait aucune importance car elle n'avait rien à leur nom pour se protéger. En se remémorant ce jour, Mina accepte finalement, mais elle pose une condition stricte, tout l'argent qu'elle gagnera ira directement sur un compte à son nom. Elle prévoit d'utiliser cet argent pour sortir sa famille de ce pétrin, ignorant les conséquences qui pourraient en découler. Son père transpire nerveusement mais joue le jeu étant donné les circonstances. Alors que le contrat est sur le point d'être signé, sa mère lui demande une fois de plus si elle est sûre de vouloir le faire. Mina assure à sa mère qu'elle scène sortira très bien, puis se tourne vers son frère, le remerciant silencieusement de l'avoir défendu comme il l'a fait. La scène change, la PDG de NOC est en voiture, et la sorcière ne pourrait être plus excitée par ce qu'elle a en tête. Soja commente que Minho avait l'air un peu bizarre pour une raison quelconque. La PDG sorcière demande alors à Oni ce qu'elle pense de lui, et elle convient qu'elle aussi sent quelque chose d'inhabituel ou de spécial chez ce garçon. Yongju suggère que le garçon pourrait être un traqueur du royaume des démons, ce qui attire l'attention de son fils. Il lui demande si elle veut qu'il élimine Minho, mais Yongju l'empêche d'agir impulsivement et lui rappelle fermement que Mina est leur seule priorité pour le moment. Rien d'autre n'importe pour l'instant. Quand le garçon insiste à nouveau, elle explique qu'une certaine nuit sans lune approche bientôt, durant laquelle elle prévoit d'accomplir le rituel et de s'emparer du réceptacle. Et une fois que ce sera fait, il sera libre de faire ce qu'il veut de Mina. À ce moment-là, Annie ouvre la bouche pour dire quelque chose en s'adressant à la PDG en l'appelant Mara,
mais la sorcière lui crie dessus instantanément, furieuse, lui rappelant de ne plus jamais utiliser ce nom. Elle se vante que bientôt, même le roi démon des 12 trônes noirs ne pourra rien lui faire. Le lendemain, Mina arrive à Zira et est présentée comme le nouveau centre du groupe. Une fille avec 2 couettes proteste, affirmant qu'elle avait travaillé si dur pour ce poste, mais elle est ignorée. Alors que la PDG Senva, la fille à la queue de cheval harcèle Mina et se plaint qu'elle a volé le poste grâce à ses relations. Elle griffe le visage de Mina, la faisant saigner légèrement, tout en la défiant ouvertement de voir jusqu'où ses relations peuvent la mener. Soja regarde la scène à travers la caméra et est certain que lorsque sa mère l'apprendra, elle perdra son sang-froid. Il dit immédiatement à sa mère que Eon a griffé le visage de son magnifique réceptacle. Entendre cela rend la femme complètement folle de rage. Pendant ce temps, ailleurs, notre prince démon a convoqué ses sbires et les a informés que sa sœur se fait harceler. Street soutient que Knox est très célèbre et que sa sœur pourrait facilement dominer le monde humain si elle joue bien ses cartes. Lava explique qu'il ne prévoit pas d'interférer, considérant que sa sœur veut vraiment cela. Mais ce qui l'énerve, c'est la PDG et ses enfants. Il soutient qu'il n'a pu sentir aucun miasme venant d'eux, et pourtant la PDG a réussi à soutenir son regard. Il la soupçonne d'être un démon déguisé en humain. Street commente qu'il devient plus facile pour les démons de dissimuler leur miasme après un long séjour dans le royaume humain et ajoute qu'ils devraient procéder avec prudence. Elle sermonne quand même le prince démon pour avoir dévisagé les gens de manière si flagrante. Même Sion est d'accord, notant que les humains n'aiment pas être dévisagés. Lava recentre la conversation, insistant sur le fait qu'il peut reconnaître un démon quand il en voit un, même s'il n'a pas ses pouvoirs en ce moment. Sion se moque de lui rappelant qu'il n'a même pas pu trouver bord. Agacé par le ridicule, le prince démon se met en colère et ordonne à Street de l'escorter jusqu'au terrain d'entraînement infernaux du royaume des démons. Il est furieux d'être méprisé simplement parce qu'il ne peut pas utiliser le pouvoir de la pierre de sang actuellement. Il demande ensuite à Street si elle a trouvé un moyen pour lui de récupérer sa force, ce à quoi elle hoche la tête et confirme que oui. Après cela, il lui ordonne d'enquêter sur la PDG et ses jumeaux et aussi Damnation, l'appelant son serviteur numéro 1. Pendant ce temps, Yan marche dans la rue, des larmes coulant de ses yeux. À ce moment-là, elle entend quelque chose et se retourne pour voir Annie la poursuivre avec une épée. Elle panique, demande si elle a fait quelque chose de mal et présente ses excuses, expliquant qu'elle s'était mise en colère un instant. Annie ne perd pas de temps et la tue brutalement pour avoir simplement fait une égratignure sur le visage de Mina, arguant que sa mère méprise ce genre de comportement. C'est l'heure du retour en arrière. Avant d'être possédée par un démon, la mère était une femme heureusement mariée qui était sur le point d'avoir des enfants. Après avoir été bannie, le démon est sorti des égouts et l'a vue comme le réceptacle parfait à posséder. Cette nuit-là, elle s'est glissée dans sa maison et s'est introduite de force dans son corps. Elle a promis de bien s'occuper de ses enfants à naître, puisqu'ils pourraient au moins être utiles comme serviteurs. Allongée dans son lit, elle s'est mise à rire comme une vraie psychopathe. Le mari de la femme s'est réveillé à cause du bruit. Malheureusement, cela s'est avéré être une énorme erreur. La femme possédée a commencé à l'étrangler et la traîner jusqu'à la fenêtre. Le gars a probablement cru qu'elle copiait une scène de 50 nuances, mais il a vite compris qu'il était foutu quand elle l'a tenu au-dessus du vide. Dégoûtée de devoir vivre avec un humain immonde qu'elle appelait autrefois son mari, elle l'a jeté sans pitié du balcon. La sorcière avide a célébré le fait de posséder enfin son propre joli réceptacle, mais elle l'a vite regretté lorsque son corps a soudainement commencé le travail et qu'elle a souffert la pire douleur de sa vie. Elle a menacé les chirurgiens de se dépêcher et de finir s'ils voulaient vivre. Elle a aussi maudit la mère de Lava, celle qui l'avait condamnée au royaume humain. Après l'accouchement, les chirurgiens ont été horrifiés de voir les jumeaux les fixer avec des yeux cramoisis. De retour à la maison, la sorcière était agacée par son corps qui refusait de perdre du poids quoi qu'elle fasse. Quand ses enfants l'ont appelée, elle les a repoussés d'un coup de pied et leur a ordonné d'être utile après avoir aspiré son mana pendant si longtemps. Elle leur a ordonné de la protéger jusqu'à ce qu'elle puisse s'assurer un nouveau réceptacle digne d'elle. C'est ainsi qu'elle a élevé les jumeaux dans une obéissance absolue. Ses amis étaient choqués qu'elle ait commencé à enchaîner plusieurs hommes en une seule journée après avoir perdu son mari. Elle a complètement négligé les enfants et a plutôt passé ses nuits dans les clubs à chercher quiconque était lié à l'industrie du cinéma. De cette façon, elle pourrait trouver un beau réceptacle à posséder et finalement acquérir assez de pouvoir pour se venger un jour de la reine des démons. La scène passe ensuite à elle donnant une interview sur l'un de ses talents qui a été récemment assassiné. Le détective la presse de plusieurs questions percutantes auxquelles elle ne peut clairement pas répondre. Soudain, elle commence à avoir des hauts le cœur. Son fils intervient rapidement et dit au détective de poser ses questions un autre jour, suggérant qu'elle est simplement en deuil pour la fille comme si c'était sa propre fille. Sa sœur suggère qu'il devrait plutôt interroger les autres acteurs. Le détective accepte et demande à sa partenaire d'interroger les autres, mais elle sent que quelque chose cloche vraiment. Dès qu'ils sortent de la pièce, la mère vide son sac et pète complètement les plombs, fulminant que les détectives se mêlent de ses affaires. Même si elle paie une fortune à ses supérieurs pour tout couvrir, son fils essaie de la réconforter. Elle est furieuse que son réceptacle puisse lâcher à tout moment, et que cette idiote ait osé blesser son nouveau. Le garçon la calme et l'assure qu'il préparera son nouveau réceptacle pour le transfert, afin qu'elle n'ait pas à s'inquiéter. Plus tard, devant l'équipe, Suya parle aux filles et dit qu'il y a probablement un harceleur flippant qui poignarde des jeunes filles comme Ayan.
Parce que ce n'est pas sûr pour les autres filles non plus, il suggère qu'elles vivent dans le bâtiment à partir du lendemain. Mina demande si c'est vraiment nécessaire. Il répond que ça allait arriver tôt ou tard. Le fait que les idoles vivent dans le bâtiment d'entraînement est tout à fait normal dans l'industrie. Mina est triste d'apprendre cela car ça signifie qu'elle ne pourra pas voir sa mère et Mino. Avec un regard de tueuse plus mortel que celui de Mikasa, sa sœur traite Mino de gourmand et commence à marmonner quelque chose. Suya essaie immédiatement de calmer la sorcière folle. Il lui rappelle les conséquences si elle endommage le réceptacle de leur mère. Il minimise sa méchanceté en disant qu'elle était très proche de Hayan, donc sa mort l'a rendue très triste. Il dit aux filles que leurs parents seront informés, et qu'elles devraient donc emballer toutes leurs affaires le lendemain. Mina s'inquiète de laisser sa mère seule, surtout que Mino agit étrangement. Pendant ce temps à la salle de sport, notre gars soulève de la fonte avec son pote. Il remarque que soulever des poids améliore son contrôle de l'énergie démoniaque. Il peut vaincre des humains possédés avec sa force actuelle, mais il doit devenir plus fort s'il veut combattre de vrais démons. Agacé, il maudit Bambay de ne pas lui avoir dit comment utiliser la pierre de sang. Dans la lettre que Bambay lui a écrite, le gars mentionnait qu'il avait modifié la pierre de sang pour lui rendre son pouvoir au lieu de le sceller. Cependant, son vrai pouvoir ne s'éveillera que lorsque la pierre sera brisée. Cela signifie qu'en gros, il doit se faire défoncer le portrait pour atteindre son plein potentiel. En plus de ça, il a aussi offert à son meilleur ami un enfant démon qui s'avérerait utile. Il espérait que Lava passerait un bon moment en lisant la lettre, mais notre gars a simplement déchiré la lettre avant même de l'avoir lue. De retour à la salle de sport, il espère vraiment que Bombay n'a pas écrit la méthode pour utiliser le pouvoir de la pierre dans cette lettre. À ce moment-là, Street se précipite vers lui car elle a eu vent de terribles nouvelles. Elle l'informe que la dame et ses jumeaux sur lesquels il lui a demandé d'enquêter sont de mauvaises nouvelles. Apparemment, il s'agit de la démone nommée Mara. Mara, la sorcière de l'avarice, est l'un des tristement célèbres 12 trônes démoniaques qui a été banni dans le royaume des humains par la reine. Un large sourire aux lèvres, notre garçon pense que c'est une excellente nouvelle car il sait enfin où elle se cachait depuis le début. La scène passe à la reine Aeneas alors qu'elle accorde ses bénédictions à une démone enceinte. La foule rassemblée chante des louanges tandis qu'une démone gothique tapie dans un coin lui lance un regard haineux. Depuis l'ombre, elle se met à marmonner des absurdités sur la reine pendant qu'une servante la flatte désespérément, la qualifiant d'aussi belle que la reine Aeneas. Mâchant un gros verre juteux, la démone gothique sourit et promet de bénir la servante en s'assurant que son futur enfant meurt dans une agonie insupportable. La flatterie cesse instantanément, et la servante se tait. Mara continue de marmonner pour elle-même, jurant qu'elle se vengera un jour. Pour en revenir à notre garçon, Street demande si Mara était jalouse de sa mère. Mino confirme que cette sorcière gothique en herbe a toujours agi ainsi, mais que personne ne lui a jamais prêté attention. La sorcière de l'avarice a été surprise en train de voler à la fontaine magique au moment où elle est arrivée au pouvoir et s'est enfuie directement dans le royaume des humains. Sion se demande pourquoi la démone a choisi Mina parmi tout le monde et se demande si elle connaît la véritable identité de notre prince démon. Notre garçon se dit qu'elle ne l'a probablement jamais remarqué, mais même ainsi, il admet qu'il est bien trop faible pour l'arrêter ou même s'occuper de sa progéniture. Street s'enflamme soudainement et suggère qu'il se concentre sur le déblocage du pouvoir de la pierre de sang le plus vite possible en chassant des démons. Pendant ce temps, Mina fait les magasins avec sa mère, qui semble toujours mal à l'aise avec la décision de sa fille. Mina la rassure en lui disant que le meurtrier sera bientôt attrapé. Sa mère semble toujours peu convaincue et lui rappelle que Mina voulait autrefois devenir vétérinaire. En regardant des sacs de nourriture pour chiens, elle réalise que ce rêve ne se réalisera probablement jamais. Maintenant, elle veut juste sauver sa famille de son monstre de beau-père le plus vite possible. Affichant un grand sourire, elle dit à sa mère que les rêves peuvent changer et promet qu'elle deviendra célèbre et riche en un rien de temps. Sa mère mentionne qu'elles ne pourront pas se parler autant puisqu'elle vivra dans un dortoir, mais Mina balaie ça d'un revers de la main. La femme devient soudainement silencieuse et s'excuse d'avoir épousé un homme aussi minable. Sa fille la rassure en lui disant qu'elle ne l'a fait que pour les protéger. Elle rappelle à sa mère à quel point le beau-père semblait gentil avant le mariage et comment ils se sont tous fait avoir comme des idiots. Mina lui dit de tenir bon et promet qu'elle travaillera plus dur que jamais. La scène passe à notre groupe, debout dans un parc d'attractions. Fixant des montagnes russes, Mino se demande ce qui fait crier les gens comme ça. Quelques instants plus tard, il est penché en deux et vomit ses tripes après le tour, mais essaie de faire comme si de rien n'était. Il se jure qu'il ne remontera plus jamais sur ce truc. Debout devant une maison hantée, il se demande si c'est vraiment le bon endroit. Street le confirme et se lance dans une explication de style Wikipédia sur le fait que ce démon a été emprisonné dans le royaume humain il y a longtemps. Quand on lui demande son nom, elle révèle que c'est Scrum, un démon qui se nourrit de cris pour devenir plus fort. Il convertit les ondes sonores en magie et les infuse directement dans son corps. La métamorphe explique que la meilleure façon de l'attirer est d'utiliser quelqu'un qui crie de manière très jolie. Le prince démon tourne lentement son regard vers Sion, qui nie immédiatement crier du tout. Lassé de ses jacassements, Mino l'attrape et le traîne à l'intérieur pendant que Street leur souhaite bonne chance. À l'intérieur de la maison hantée, Mino n'est pas impressionné par les décorations, tandis que Sion a l'air sur le point de s'évanouir. Il dit qu'il sent une présence étrange à proximité. Mino lui rappelle qu'ils sont venus pour attraper ce quelque chose de bizarre et lui dit d'arrêter de faire une scène. Quand un accessoire tombe soudainement devant eux, ils poussent tous les deux des bruits aigus embarrassants.
Sion essaie de le lui reprocher, mais Minot le fait taire instantanément et en rajoute, demandant si c'était vraiment le premier cri du nerd. De loin, un œil démoniaque les observe alors que Sion se demande si c'est vraiment le moyen le plus rapide de devenir plus fort. Minot explique que la pierre de sang libère de la magie petit à petit chaque fois qu'elle détecte des démons maléfiques, donc les éliminer augmentera progressivement son pouvoir. À ce moment-là, le démon se révèle enfin, attiré par le doux son des cris. Sion panique alors que le démon se jette sur lui, désespéré d'entendre plus de ce doux et succulent bruit. Le nerd demande si c'est le gremlin qu'il chasse alors que Minot attrape l'énorme main en plein vol et avertit le démon de ne pas toucher son serviteur. Scrum reporte son attention sur Minot et se demande s'il est humain. Notre garçon se contente de le dévisager et de se moquer de lui, curieux de savoir quel genre de cri le démon va pousser à la place. Le démon se demande ce qu'un simple lycéen comme lui pourrait bien faire. Scrum gifle nonchalamment Minot et l'envoie s'écraser contre le mur. Cela terrifie tellement son copain qu'il se met à crier, ce qui ne fait qu'alimenter davantage le pouvoir du démon. Il claque de la langue de frustration car seule sa main gauche a assez de force pour faire taire le monstre. Notre garçon charge pour un autre coup de poing, mais l'explosion ultrasonique du démon le projette à nouveau au loin. Son petit copain Minus crie à nouveau et continue accidentellement d'alimenter le pouvoir du démon. Le prince crie des ordres à l'idiot d'arrêter de hurler et d'arrêter d'être un fardeau s'il ne peut pas être utile. Le démon apprécie tellement ses yeux remplis de terreur qu'il dit vouloir les arracher pour les porter en boucle d'oreille. Notre garçon se sent insulté que Scrum pense qu'il a peur. Il lance un autre coup de poing, mais il ne parvient pas à atteindre le démon avec son corps humain inférieur. Scrum en a marre de jouer et l'attrape. Le monstre sourit sauvagement en écoutant les cris, puis tente de lui crever les yeux avec une lame forgée à partir de ces mêmes cris. Notre prince démon parie calmement qu'il ne produira pas un seul son. Juste au moment où la lame frappe son œil gauche, quelque chose d'étrange se produit. Scrum se fige, confus lorsque des éclats d'un cristal rouge jaillissent au lieu de sang. Soudain, le pouvoir de lava jaillit. Il sourit largement, presque excité, car il peut tout voir beaucoup plus clairement maintenant. Ramb avait modifié la pierre de sang pour libérer son vrai pouvoir une fois qu'elle serait détruite. Il est assez furieux contre Ramb pour avoir posé une condition aussi effrontée. Scrum est choqué que sa lame n'ait pas réussi à percer un simple œil humain, mais la prochaine attaque de notre garçon lui fait comprendre douloureusement qu'il n'est pas humain du tout. Après avoir repoussé le démon, il ordonne à Sion de crier aussi fort qu'il le peut. Son ami ne comprend pas pourquoi il veut augmenter le pouvoir de Scrum, mais il fait toujours confiance à son meilleur pote sans hésiter. Le Minus hurle à plein poumon. Ce cri augmente immensément le pouvoir du démon. Le monstre sourit de plaisir, pensant que son ennemi vient de commettre une stupide erreur. Notre garçon rappelle calmement à l'imbécile qu'il ralentit juste après avoir absorbé un cri. Profitant de cette ouverture, il bondit en avant avec toute sa puissance déchaînée et enfonce son poing droit dans son œil. Le démon se tord de douleur alors qu'il absorbe son énergie maléfique pour retrouver lentement sa magie originelle. Le corps entier du démon se désintègre et est complètement absorbé par son œil gauche. Le prince démon sent immédiatement son pouvoir déferler dans son corps comme un courant sauvage. Il est certain maintenant qu'il atteindra son apogée en un rien de temps s'il continue d'absorber plus d'énergie maléfique. Sion lui demande nerveusement s'il se sent bien après avoir absorbé un démon en lui comme ça. Ravi et souriant, il dit à son pote qu'il est plus que prêt à dévorer le prochain sans hésitation. Pendant ce temps, à l'agence Knox, Mina est escortée silencieusement vers la chambre qui lui a été assignée dans le couloir vide. La salope psychopathe lui dit froidement de déballer ses affaires et de s'installer. Elle ajoute que la fille n'est pas autorisée à quitter la chambre à moins d'être spécifiquement appelée pour l'entraînement ou le travail. Mina accepte silencieusement l'ordre et se mord la lèvre de frustration. Mais faire tout cela pour sa mère et son petit frère lui donne juste assez de force pour endurer. L'observant à travers une caméra de sécurité, la mère perd complètement la tête. La sorcière en décomposition devient de plus en plus impatiente de se transférer dans son nouveau réceptacle. Soja promet qu'il restera obéissant et loyal même après qu'elle aura quitté le corps de sa mère. La scène revient au parc d'attractions alors que Street sent que quelque chose a changé. Elle félicite immédiatement Lava d'avoir retrouvé ses pouvoirs et commence à le flatter sans vergogne, jurant qu'elle le suivra pour l'éternité. Lava lui dit d'arrêter son cinéma et de simplement lui dire où se trouve le prochain démon pour qu'il puisse s'occuper de la sorcière de l'avarice le plus vite possible. Le prochain démon s'avère être Sheol, une créature qui se nourrit de poumons malades. Notre héros l'attrape par la tête comme un ballon de football et lui ordonne de le suivre. Le démon survit à peine une minute avant d'être absorbé, bien que Lava le regrette instantanément à cause de la puanteur dégoûtante laissée derrière. Sans perdre de temps, il traque un autre démon nommé Askra qui se nourrit des humains ivres. Celui-ci sent tout aussi mauvais, mais il n'a pas le choix et l'absorbe quand même. Pendant ce temps, Sion se demande à voix haute pourquoi les démons se nourrissent d'humains. Minot explique qu'une fois que les démons entrent dans le monde des humains, ils perdent la plupart de leur pouvoir et doivent se nourrir pour survivre. Cette révélation fait trembler le nerd comme s'il était drogué, réalisant que toutes ces histoires de fantômes n'étaient peut-être pas de la fiction après tout. D'un autre côté, le prince démon décide qu'il a maintenant assez de puissance et choisit de la tester. Un éclair de lumière soudain surprend Sion alors que la vue se matérialise sa propre épée de cri à partir de rien, bien qu'elle soit encore incomplète. Le nerd demande alors si c'est vraiment une bonne idée d'envoyer Street toute seule, mais Lavus le rassure en lui disant qu'elle est si faible que la plupart des démons la remarqueront à peine.
La scène passe à Street sous sa forme de chauve-souris. Sortie de nulle part, elle se plaint soudainement qu'elle meurt de faim, avant de remarquer quelque chose d'inhabituel. Elle plonge et attrape un asticot qui rampe sur le sol, mais sent rapidement que quelque chose ne va pas. Street se rend compte que l'insecte est imprégné de la magie de Mara et se précipite immédiatement pour faire son rapport à la vie. Pendant ce temps, une voiture sort silencieusement d'un parking souterrain et disparaît dans la nuit. Suya agrippe Mina, inconsciente, et dit fièrement à sa mère qu'il l'a assommée. Ayant maintenant l'air d'une SDF toxicomane, la mère presse ses enfants de se dépêcher. Suya a l'air plus excitée que jamais, tandis que la jeune fille ne montre aucun signe de réveil. De retour auprès du prince démon, Street lui hurle dessus de manière incohérente tout en tenant l'insecte dans sa bouche. Reprenant sa forme humaine, elle présente le parasite et lui dit de jeter un œil. Elle explique que l'insecte appartient à Mara et que la sorcière se cache actuellement dans un corps humain. Minou réalise que si des parasites s'échappent de son corps, cela signifie qu'elle cherche désespérément un nouvel hôte. C'est logique, compte tenu de l'obsession de la sorcière de l'avarice pour la jeunesse et la beauté. Cette pensée l'irrite, et il marmonne que Mara devrait se comporter comme une personne de son âge, surtout qu'elle est plus vieille que sa mère. Intrigué, Sion demande quel âge a réellement sa mère, et Minou répond qu'elle a plus de 6000 ans. Complètement abasourdi, Sion demande quel âge a Minou lui-même, ce qui le plonge dans une profonde réflexion. Il se souvient d'un souvenir où son oncle l'a emmené dans le royaume des humains quand il était encore enfant. À l'époque, les humains construisaient une structure massive, que son oncle supposait être construite pour lui. Le seigneur Barkan s'est moqué de notre prince, affirmant qu'un démon faible comme lui ne pourrait jamais atteindre un tel statut. Rambay a alors poliment corrigé le seigneur Barkan, expliquant que la structure était en fait destinée à l'être céleste, Ra. Cela a enragé le seigneur Barkan, qui a exigé de savoir pourquoi les humains construisaient un temple pour quelqu'un qu'il avait déjà vaincu. Se déclarant vainqueur, il a affirmé que le bâtiment lui appartenait à la place. De retour au présent, Seiyan est encore plus choqué et déclare que les pyramides ont été construites il y a environ 4000 ans. Street les ramène à la réalité et demande ce qu'il doit faire ensuite pour sauver Mina. Lava sombre dans ses pensées, considérant la possibilité terrifiante que Mara puisse tenter de prendre le corps de sa sœur. La scène passe à la famille de démons arrivant dans un bâtiment abandonné. Ressemblant maintenant à une vieille sorcière flétrie, Mara marmonne que le ciel était vide à sa naissance. Elle boite vers la structure et déclare que c'est le bon endroit, une fissure entre les 3 royaumes. Après avoir monté les escaliers, ils entrent dans un espace ouvert et les 3 se fichent sur place. Debout parmi des cadavres infestés de fleurs soigneusement arrangées, Bauer fixe les intrus et exige de savoir qui ils sont. Mara révèle calmement son identité et déclare qu'elle a déjà revendiqué cette fissure, le laissant complètement abasourdi. Le type la reconnaît immédiatement comme une ancienne membre des 12 trônes démoniaques. Cependant, sa magie est au mieux primitive dans sa forme affaiblie actuelle. Il hurle aux jumeaux de rester loin de ses fleurs et de quitter son territoire immédiatement. La sorcière admet qu'elle est trop faible pour marcher correctement en ce moment, mais elle lui fait savoir que ses enfants sont plus que suffisamment puissants pour compenser cela. Il est légèrement surpris de voir qu'elle a transformé les humains en hybrides de démons. Il pense qu'elle est pathétique de dépendre entièrement de ses enfants. Mara rit et dit qu'ils ne font que leur devoir. Elle ordonne au drogué de remballer son vilain jardin et de partir sur le champ. Cette insulte à son précieux jardin l'énerve au plus haut point, alors il essaie de l'attaquer sans prévenir. Mais Suya repousse le raté d'un coup de pied pour le remettre fermement à sa place. La démone affiche un sourire vil et satisfait. Elle a gavé ses enfants avec de l'éau de la source de l'âme démoniaque, qui se trouve dans les profondeurs du royaume des démons. C'est l'endroit d'où provient toute la magie à l'origine. Le roi démon Sen est emparé, afin que personne d'autre ne puisse voler son pouvoir. Mara a tout donné aux jumeaux comme investissement pour qu'ils puissent la protéger jusqu'à ce qu'elle découvre où se cache Serkael. La scène passe tranquillement à la forêt à l'extérieur. Notre prince démon et son meilleur pote suivent Street alors qu'elle traque l'emplacement exact de la sorcière. Ils atteignent un bâtiment abandonné encore en construction. Sion pense qu'ils sont au mauvais endroit, mais elle affirme qu'il n'y a absolument aucun doute qu'elle est là-dedans. Quand Sion lui demande de sauver sa sœur quoi qu'il arrive, il dit aux gars qu'ils vont y entrer ensemble. Son ami insiste sur le fait qu'il n'est qu'un point mort dans un combat contre des démons, mais notre garçon dit froidement que même lui peut encore être utile comme bouclier humain. Street lui souhaite aussi bonne chance pour le combat, mais il lui ordonne de l'accompagner pour qu'il puisse égaler le nombre de l'ennemi. À ce moment, elle réalise qu'elle a juré fidélité au mauvais maître. À l'intérieur du bâtiment, Mara prépare le cercle magique et y dépose délicatement son nouveau réceptacle. Elle fait comprendre à Bauer qu'il a besoin d'elle pour survivre dans le royaume humain. Son fils effrayant lui demande de lui donner le clown comme jouet pour faire des courses. Le clown accepte volontiers après avoir été sévèrement battu et avoir enfin appris sa place. Juste à ce moment-là, ils tournent tous la tête, choqués par la présence soudaine. Notre garçon entre nonchalamment dans la pièce remplie de corps mutilés, avec ses 2 acolytes juste derrière lui. Il est surpris de voir que c'est là que Yunmu a disparu après qu'il ait démantelé son gang plus tôt. Il rappelle à Sion qu'il aurait subi le même sort s'il ne l'avait pas sauvé à l'époque. En les entendant parler de ses subordonnés comme ça, Bauer est furieux quand il voit le vaurien qui a détruit toute son opération en une nuit. Suya confirme sa supposition que le frère de Mina n'est pas du tout humain, et il demande à sa mère qui il est exactement.
Street présente fièrement son maître comme le prince de l'Enfée qui a exterminé toute la famille de Bauer sans pitié. Mara pète les plombs quand elle apprend qu'il est le fils de son ennemi juré. Bauer perd également la tête en apprenant qu'il est le bourreau qui a massacré sa famille sous ses yeux. Il réalise que c'est enfin l'occasion parfaite pour se venger. Après tout, le prince n'est qu'un simple humain dans son état affaibli actuel. Pendant ce temps, la sorcière jalouse et délirante pense que la reine est si mesquine qu'elle a envoyé son propre fils dans le royaume humain juste pour l'humilier encore plus. Notre garçon analyse calmement la situation, réalisant rapidement qu'il ne peut pas les affronter tous les trois à la fois sans risque. Pour réduire leur nombre, il ordonne à ce salaud de Bauer de sortir immédiatement. Le type commence à l'insulter en retour car Lava n'est plus le prince qu'il craignait autrefois, mais il se tait instantanément quand le prince hurle, lui disant de partir s'il ne veut pas mourir ici. Il ordonne à l'imbécile d'annoncer personnellement son arrivée aux autres démons. Ils ont intérêt à bien se tenir pendant son séjour, à moins qu'il ne veuille être dévoré vivant. Bauer est stupéfait de voir qu'il est encore capable d'utiliser la magie sous sa forme humaine. Le type s'enfuit et saute littéralement du bâtiment par pure peur pour sa vie. Ceci étant réglé, notre prince dit à la vieille sorcière flétrie qu'elle n'a pas le droit de voler le corps de quelqu'un pour se sentir jeune à nouveau quand elle le veut. Elle devient complètement diabolique quand il la traite de vieille sorcière en face. Ses cris furieux pèsent lourdement sur son corps fragile et la font tousser violemment du sang. Après s'être calmée, elle se réjouit soudainement, se demandant comment la reine réagira lorsque ses enfants tueront le fils unique de la reine. Le prince démon meurt aussi d'envie de voir sa réaction lorsque ses précieux enfants seront assassinés par le fils de la femme qu'elle a envié toute sa vie. Furieuse de son ton moqueur, Mara demande à ses enfants lequel d'entre eux lui rapportera sa langue immonde comme trophée. Suya dit à sa sœur de dégager pendant qu'il fait tournoyer sa boule à pointe et la lance droit sur notre garçon. Lava esquive proprement et pousse Street hors du chemin. Uni comble la distance en un instant, et notre prince démon parvient à peine à parer sa lame. Elle crie à son jumeau de rester en dehors de ce combat, ce qui fait que Suya se plaint qu'il était sur le point de la toucher accidentellement. Elle ordonne à son frère de surveiller ses arrières pendant qu'elle continue son assaut, enchaînant les attaques les unes après les autres. En bloquant ses coups, Lava se rend compte qu'ils n'ont absolument aucun esprit d'équipe et décide d'exploiter cette faiblesse. Il les provoque, disant qu'ils finiront par s'entretuer avant même de l'atteindre. Cela enrage Suya, qui se met à crier sur sa sœur pour lui avoir presque arraché la tête. Lava comprend rapidement que la fille est prudente tandis que le garçon est plein de lui-même, ce qui les rend faciles à déstabiliser. Après que leurs attaques soient bloquées encore et encore, les jumeaux deviennent de plus en plus frustrés, et la vie fait enfin couler le premier sang en tailladant Uni. Même alors, ils restent principalement sur la défensive, se disant que bien qu'ils soient des hybrides, les deux sont absurdement forts et se demandant ce que Mara a fait pour les transformer ainsi. Repérant une ouverture, Suya lance à nouveau sa boule à pointe, réussissant à y rafler la vie au ventre. Annie enchaîne immédiatement, déclarant qu'elle lui prendra la tête à coup sûr alors qu'elle fonce à nouveau. Elle lui inflige plusieurs entailles sur le corps, mais se rend vite compte qu'il esquive délibérément pour protéger ses points vitaux. Suya charge à nouveau, avertissant la vie de ne pas mourir avant qu'il ait eu son tour de l'achever. Notre prince démon fait un pas de côté, pour être forcé de poser un genou à terre en bloquant un coup mortel d'Annie. Elle continue de hurler pour qu'il meure tout en appuyant sur ses lames, mais la vie s'esquive à la dernière seconde et recule de plusieurs pas. Réalisant qu'il ne peut pas les affronter tous les deux de front, il décide de les provoquer davantage. Lava crie à Suya que sa sœur aînée est incroyablement forte. Cela met instantanément en rage le morveux aux cheveux violets qui hurle qu'il est né le premier. Consumé par la rage, le gamin commence à balancer son arme comme un fou et fonce droit sur lui. Les jumeaux continuent de le repousser pendant que Uni crie sur son frère de trop s'approcher. Il l'ignore, criant que c'est lui qui achèvera la vie. En voyant ça, notre garçon se sent satisfait, voyant que Suya se bat maintenant uniquement par colère. Au moment où le morveux entre à sa portée, il passe enfin à l'action. Pendant ce temps, Street est en plein combat avec Mara, lançant des insultes à la sorcière pour être devenue une vieille peau avide. Cela enrage la sorcière, qui augmente l'intensité de ses attaques et réussit à la toucher. Street encaisse le coup, réalisant que c'est le moment pour Sion d'agir. L'intello sprint vers Mina qui est entourée d'une barrière d'énergie démoniaque. Il plaque ses mains contre la barrière et hurle immédiatement de douleur. La barrière démoniaque le brûle et le gèle en même temps, mais il refuse d'abandonner et continue de pousser. Sion hurle à Mina de se réveiller, mais il n'y a aucune réponse. Street continue d'échanger des coups avec Mara, faisant tout son possible pour détourner l'attention de la sorcière de lui. Soudain, l'énergie démoniaque explose, projetant Sion en arrière. Il fixe ses mains gravement blessées, les serrant de douleur alors que la pensée le frappe qu'il n'est encore qu'un humain impuissant. À ce moment-là, une image des deux frères et sœurs lui traverse l'esprit, ce qui le motive à fond. Il crie qu'il sauvera Mina quoi qu'il arrive et frappe la barrière de toutes ses forces. Au même moment, Mara assène un coup violent à Street, ce qui la fait hurler de douleur. La vieille peau se moque et dit à la fille que la récréation est terminée. Se tenant l'épaule blessée, Street se demande si c'est là le véritable pouvoir de quelqu'un qui siège parmi les 12 trônes obscurs. Mara tire 2 projectiles, se moquant de Street qui pensait qu'elle serait faible simplement parce qu'elle utilisait un corps en décomposition. Les éclats transpercent les épaules de Street, la clouant au mur. La sorcière lui dit de ne pas bouger et de regarder ce qui arrive à la brindille, qui essaie désespérément de briser la barrière.
Street panique et crie à Sion de s'enfuir, mais le garçon aux cheveux verts le réalise trop tard alors qu'une gerbe de sang jaillit dans les airs. Sion s'écrasa au sol, la crasse de Mara recouvrant son corps tel un venin. Elle pourrait faire fondre l'intello et extraire quelques nutriments du gars. Sion était complètement coincé sous la crasse douée de conscience. Mara se lamentait d'avoir perdu trop de temps sur des choses inutiles alors que le réceptacle parfait était libre et prêt à être investi devant elle. La sorcière de l'avidité chanta sa prière troublante, appelant les ténèbres à entendre ses exigences et invoquant l'accomplissement de son serment. Pendant que le rituel se déroulait, Junmino était constamment harcelé par les jumeaux démons plus bêtes l'un que l'autre. Sa lame d'écran et son niveau d'escrime se sont avérés être un combo impénétrable. Heureusement, Han-Yoon et Han-So refusaient activement de travailler ensemble. Ils se voyaient plutôt comme des concurrents. Alors que Han-Yoon prend de l'avance, Han-So fut mystérieusement capturé par un lasso magique. Il fut traîné sur le côté, immobilisé et bâillonné. Son ravisseur n'était autre que Jin Jae. Pour une raison quelconque, elle appela Mino par son nom original, La Vie. Au milieu de tout ce chaos, la sorcière rampa sur le corps inconscient de Junmina pour vomir son âme immonde dans un nouveau réceptacle. Après avoir été forcée de tout encaisser, Mina ouvrit les yeux, et son regard déterminé fut remplacé par la folie. Le réceptacle parfait enfin obtenu, les sensations d'un corps frais étaient incomparables. Mara jura de profiter d'une telle beauté pour toujours. À première vue, leur mission avait échoué. Seyon, Strida et Mino n'ont pas pu empêcher le rituel. Pour ne rien arranger, le prince de l'Enfée est toujours bien occupé à tenter de se libérer de l'assaut constant des jumeaux. Tapis dans l'ombre, Jae observait attentivement chaque mouvement de Lava. Elle était folle amoureuse de sa nouvelle apparence. Le démon qui avait pris possession de ce corps, Beltia, dut détourner le regard et se concentrer sur la situation délicate. Elle était à la croisée des chemins. Si elle intervient pour aider, la vie la verra. Le simple fait d'imaginer une interaction avec lui suffisait à la transformer en une flaque de timidité. Pendant que sa ravisseuse était occupée par ses délires, Han-So tenta d'attirer l'attention de sa jumelle pour obtenir de l'aide. Han-Yoon perçut vivement la détresse de son jumeau, mais elle est occupée à contenir l'assaut de Mino. Elle ne pouvait que maudire son idiot de frère tout en se défendant. Mara remarqua également l'état de son fils et le libéra facilement des entraves. Han-So raconta à sa mère ce qui s'était passé. Il y a un traître parmi eux. Mis à part cette complication ennuyeuse, Mara ne peut pas se plaindre. La prise de contrôle fut un immense succès. Alors que tout espoir était perdu, Strida affirma qu'il y avait encore une chance de renverser la situation, car le corps de mademoiselle Mina n'avait pas encore complètement disparu. Ils sont au milieu d'une nuit sans lune, une nuit où la frontière entre les royaumes humains et démoniaques s'estompe. Tant que le matin n'est pas arrivé, le rituel de Mara ne peut être entièrement achevé. L'âme de Mina est toujours à l'intérieur de ce corps. En entendant cette révélation, Mina redevint soudainement elle-même et supplia son frère de l'aider. Mino a failli tomber dans le panneau. Mara se jouait simplement de lui. Elle adore utiliser ses talents d'actrice pour le mal, mais le seigneur du sang n'apprécie pas qu'on se moque de lui. Le chevalier traîne la patte, alors la sorcière a ordonné à ses enfants de tuer tout le monde pour qu'ils puissent en finir. Libéré et libre de se déchaîner, Han-So chargea avec son vieux boulet, toujours furieux de sa gaffe précédente. Plus que le bilan physique, c'était la fierté du seigneur qui était blessé d'être si faible et de lutter contre une paire d'hybrides. De plus, la sorcière ne reconnaît même pas sa présence. Elle se déplaçait librement dans la pièce. Après la prise de contrôle, elle est affamée, et il y a 2 repas succulents alignés devant elle. L'un est humain, l'autre est une bête démoniaque. Avant qu'elle ne puisse faire son choix, un curieux gadget sphérique roula à ses pieds. Le gadget s'ouvrit comme une pokeball, révélant une petite figurine de lava, et libéra un nuage de gaz rouge épais dans l'air. Instinctivement, Mara recula devant le mystérieux brouillard rouge. Mino, de son côté, reconnut le gadget. La sorcière recula un peu, donnant à Beltia l'occasion de bondir et de libérer Strida des piques douloureuses. Après s'être débarrassée des énormes épines, elle offrit à Strida une nouvelle amélioration, des griffes mécaniques. Elle reconnut sa sauveuse au visage de Jin Jae, mais les actions de cette femme étaient déconcertantes. Immédiatement, Beltia sauta en direction de Sion et se débarrassa de la crasse douée de conscience qui le retenait. Elle donna une arme à l'intello et lui dit d'aider son grand frère Mino. Strida était perplexe. On venait de leur donner des armes modifiées tout droit sorties du royaume des démons. Sion était encore plus confus. Une seconde, il se tortillait par terre. La seconde suivante, il était debout avec une arme à la main. L'arme choqua son corps d'une manière anormale. Sa tête lui semblait étrange, et son cœur battait à tout rompre. Il fut pris de vertige et eut du mal à respirer. Mara fut prise au dépourvu et était tout aussi perplexe. Street a profité du désordre et a réduit la distance entre elle et la sorcière. Même au corps à corps, Mara s'est moquée d'elle pour avoir glissé sur un jouet qu'elle tenait en main alors que personne ne regardait. L'arrogance de Mara l'a fait faire une erreur et perdre une main. Ses griffes n'étaient pas des jouets, après tout. Mais si le problème n'était qu'une simple arme, la sorcière pouvait tout simplement dévorer le tout. De sa main coupée ont jailli des tentacules immondes impossibles à trancher. Il est évident que Mara commence à s'adapter au corps de Mina. Faire traîner les choses davantage réduira les chances de sauver l'âme de la pauvre fille. La sorcière ne désirait rien de plus que de goûter à de la chair fraîche de bête démoniaque. Heureusement, Strida a repéré le cordon ombilical reliant le corps de Mina au noyau de dragon de Mara. Comme Mina n'est qu'une humaine ordinaire,
Elle ne peut pas accepter tout Mara d'un coup. Pour vaincre la plus grande menace dans la pièce, le cercle magique doit être brisé et le cordon ombilical doit être coupé. Après avoir été forcé d'encaisser un mystérieux éveil, la respiration de Lim Sion s'est stabilisée. Il a fermement saisi le pistolet modifié et a évalué la situation actuelle. Il s'est également concentré sur le noyau de dragon connecté par le cordon et sur le rituel inachevé. S'il parvenait à éliminer le cercle magique, une ouverture devrait se présenter. Étonnamment, le désir de Sion de faire exactement cela a activé quelque chose dans son subconscient. Comme si un interrupteur avait été actionné dans sa tête, il était capable de voir la structure des cercles magiques. Il en a immédiatement déduit que la magie n'était que des maths et de la géométrie. Chaque figure peut être transformée en une équation. Au final, n'importe quel cercle magique n'est rien de plus qu'une structure mathématique. Sion a pris sur lui de faire du piratage magique pour trouver un point faible dans le cercle. Le noyau était un polynôme cubique. Le flux de mana était une courbe en forme de S, et la clé est cachée à un extrémum. Sion est passé en mode génie. Strida, de son côté, était submergée par les tentacules immondes. Pourtant, quoi qu'il arrive, elle était résolue à faire gagner au garçon autant de temps que possible et faisait confiance à Sion pour assurer. Quelques instants plus tard, les valeurs propres furent trouvées, et le point faible fut découvert avec succès. Il a visé le minimum local du cercle magique avec son arme et a provoqué sa destruction en appuyant sur la détente. Ce n'était pas une arme ordinaire. Ce pistolet avait la puissance d'un laser magique. Combinant l'explosion concentrée et une visée parfaite, le sort de protection a été efficacement brisé. L'explosion a projeté Mara au loin. Quand elle a réalisé que le cercle magique était brisé, la sorcière avait l'air absolument furieuse. Sion était encore sous le choc de tous ses calculs. Il a fait son travail, et il l'a bien fait. C'est à ses camarades de terminer le travail. Mara se trouvait dans une position délicate. Son corps tout entier n'avait pas encore terminé le transfert. Strida n'a pas perdu une seule seconde et a sauté directement sur le cadavre en décomposition de Han Yong-ju. Avec son tranchant retrouvé, la bête démoniaque a déchiqueté ce qui restait de la PDG démoniaque. Mara n'a pas apprécié l'interruption, alors elle a balayé d'un revers de main l'agile chatte métamorphe. Elle a couru vers son corps original mutilé, essayant désespérément de rassembler la chair déchirée. Alors qu'elle se relevait lentement, Strida a récité une histoire glaçante de cupidité qui s'est terminée dans l'ignominie. Se tenant derrière la sorcière, le seigneur la vie tenait les jumeaux démons hybrides comme de pathétiques captifs. Il est temps de brûler la cupidité et l'ignominie ensemble. Ansu s'est excusé auprès de sa mère, citant le brouillard rouge de tout à l'heure comme la raison de leur défaite. Ce truc rouge dans l'air était un catalyseur de changement, une gracieuseté de Beltia. Elle a en fait extrait cette substance directement du corps physique sans âme du Seigneur du Sang, enchaîné dans le royaume des démons. Au départ, elle prévoyait de le garder pour toujours pour son usage personnel. Elle avait une seringue géante pleine de cette merde. Puis elle a entendu parler de la pierre de sang spéciale incrustée dans le nouveau corps de son amour. Elle a facilement déduit que donner à Lava un peu de son sang originel devrait permettre une récupération rapide d'une partie de son pouvoir inné. C'est le cadeau de Beltia. Elle voulait juste voir son grand frère se déchaîner comme avant. En parlant du loup, Mino commence à bouger comme le Lava Vindica original, sans les restrictions. Mara a maudit ses enfants pour avoir échoué à s'occuper d'un seul type. Les paroles de leur mère faisaient plus mal que d'être étranglées. C'était aussi la motivation la plus efficace pour les remonter. Hanso et Han Yoon se sont libérés de l'emprise du Seigneur et ont repris leur tentative meurtrière. Le boulet et la chaîne de saut dansaient agressivement, et les lames jumelles de Yoon tailladaient sans pitié. Leurs meilleurs efforts étaient futiles face à un pouvoir véritable. Mara se demandait pourquoi le prince du royaume des démons risquerait sa vie pour une simple humaine. La fille n'est même pas sa vraie sœur. Ça n'a aucun sens. Son raisonnement était simple. Il se donne tout ce mal à cause du gâteau de Mina. Le gâteau de sa sœur était tout simplement trop délicieux pour y renoncer. Le gâteau que Mina lui a donné n'avait pas un goût qui semblait appartenir au royaume humain. Il avait une saveur que l'on ne trouve que dans le royaume céleste. Pour les incultes, la raison de cet homme n'avait même aucun sens. C'est un démon qui parle du goût du royaume céleste. Si les jumeaux s'étaient juste donné du gâteau de temps en temps, peut-être qu'ils comprendraient. Mais puisqu'ils ont choisi de continuer à harceler le prince des démons, leur sang coulera. À chaque goutte qu'ils goûtaient, Lava devenait plus hardi. Vous voyez, les jumeaux n'ont pas toujours été comme ça. La petite Han Yoon était autrefois une élève parfaite sur le plan académique. Le petit Hanso était extrêmement diligent quand il s'agissait des tâches ménagères. Peu importe à quel point ils essayaient d'être de bons enfants, tout ce qu'ils recevaient de leur mère n'était qu'insultes et cruautés de toutes sortes. Ils ont vécu leur jeunesse en cherchant désespérément les louanges et l'approbation de leur maman. Un jour, la famille de 3 personnes est allée dans un café. Comme d'habitude, leur mère a vu une jolie jeune femme, et la vieille harpie amère a commencé à la réprimander en secret. La petite Han Yoon a interprété l'explosion d'immaturité de sa mère comme un problème à résoudre. L'enfant a couru vers la jolie dame et a trébuché délibérément, renversant les boissons dans sa main sur son haut blanc. Han Yong-ju a joué le rôle d'une parente inquiète et désolée tout en poussant sa fille hors de la scène. Dès qu'ils furent sortis du café, le masque poli a fondu et le sourire sinistre de Han Yong-ju est apparu. Pour la première fois depuis qu'elle avait accouché, la sorcière a comblé la petite fille de compliments et de louanges en la serrant tendrement dans ses bras. Voyant les actions horribles de Yoon récompensées par une douce validation,
Hanso a juré de s'occuper de la prochaine nuisance. Tourmenter les jolies personnes que maman n'aime pas donne aux jumeaux un but dans la vie. S'ils blessaient les gens que maman détestait, ils étaient couverts de louanges. De cette façon, la sorcière a lavé le cerveau de ses propres enfants pour en faire de petits esclaves obéissants. Tout ce que dit maman est de la plus haute importance. Quand maman dit de tuer, l'enfant doit dire oui. En éliminant les problèmes de manière sanglante, les pauvres jumeaux ont pu recevoir la version tordue de l'amour de Mara. C'était une façon de vivre dérangeante, mais le prince démon respectait le jeu à long terme de Mara. Il était forcé de faire face au produit d'une méthode parentale aussi cruelle, et c'était gênant. Même maintenant, les jumeaux se disputent encore pour savoir qui tuera la cible pour la petite récompense de maman. Brandissant sa lame, le prince se délectait des bizarreries des magins et des démons. D'un seul mouvement fluide, il a peint le sol avec du sang hybride en tranchant l'un des bras de Hansu. Mara a remarqué le changement dans les yeux de Lavus. Elle avait déjà vu quelque chose de similaire à sa confiance et sa puissance débridée. En ce moment, le prince se déplace comme son oncle, le géniteur de la violence, Barkan. Ayant perdu un de ses membres, Hanso se roulait par terre de douleur pendant que sa sœur l'insultait d'être un idiot. Provoquant encore plus les jumeaux, Mino a insinué que Hanso devait être le petit frère. Hanso a reproché à sa sœur d'avoir tout gâché et de lui avoir coûté un bras. Pendant que les jumeaux se chamaillaient au milieu d'une zone de guerre active, l'homme à l'autre bout préparait une attaque. Si ces deux-là continuaient simplement leurs querelles intestines, le prince aurait la tâche plus facile. Étonnamment, Han Yung a attrapé de force son frère en sang sur le sol et l'a utilisé comme bouclier humain pour amortir l'assaut de Mino. Les blessures de Hanso se sont aggravées au point de devenir mortelles, le faisant tomber à genoux. Le sang tachait son corps, et la douleur résonnait dans chaque parcelle de sa peau. Alors que Hanso succombait lentement à ses blessures, il a prononcé un mot, maman. La mère qui l'appelait avec ses dernières forces se tenait sur le côté et le réprimandait pour son inutilité. Elle a ordonné à son enfant restant d'oublier son frère inutile et de se concentrer sur l'ennemi en face. Han Yung a obéi sans poser de questions, tandis que la peur de Hanso d'être abandonné est devenue réalité. La sorcière continuait d'être une nuisance avec ses tentacules de saleté. Mais sans l'interférence des jumeaux, se frayer un chemin vers la sorcière était devenu beaucoup plus facile. Mara a presque terminé sa prise de contrôle. Si Mino perd plus de temps, il peut dire adieu à Mina. Le prince ne connaît pas encore les limites actuelles de son corps. Pour être aussi rapide que possible, il va prendre des risques insensés. Il s'est écarté du chemin de Mara et a entraîné Han Yung avec lui. Mino l'a attrapé par la taille et l'a immobilisé avec force. Le seigneur du sang a montré son vrai visage et a vigoureusement relevé la tête de Han Yung pour exposer son cou en sang. Affamé comme une bête, il a mordu dans cette artère juteuse et a sucé le sang hybride comme un doux nectar. Il a continué à sucer avec fougue tout en maintenant un contact visuel avec la mère de sa victime. Même la sorcière aux organes d'insectes était déconcertée. Après s'être rassasié, Mino a laissé tomber l'enveloppe de sa victime comme un déchet. C'est la méthode qu'il a conçue pour absorber le plus de sang possible afin de tester les limites de son corps. Han Yung l'a rechargé avec une bonne dose de puissance. Amplifiant tout ce jus en une explosion de vitesse suprême et de prouesse martiale, il a foncé. Déstabilisé par la force anormale du prince, Mara a renforcé ses tentacules pour plus de défense. C'était totalement inutile. Mino a tranché et découpé les obstacles visqueux comme un boucher. Tout ce que Mara voulait, c'était un corps frais. Elle n'a jamais eu l'intention de se frotter à un vrai démon. Malgré son apparence menaçante, le corps de Mino est en réalité sur le point de se briser. Chaque mouvement qu'il faisait donnait l'impression d'être démembré vivant. Malgré la douleur, il aimait le chaos et le meurtre. Après avoir submergé la sorcière par la force pure et la folie, il était prêt à frapper à une vitesse vertigineuse avec une précision mortelle. Mara se préparait pour cette nuit depuis des années. Tous ses efforts tombent à l'éau, principalement à cause d'un seul homme. Cet homme l'a forcé à mordre la poussière, mettant la sorcière en échec et mat. À tout moment, il pouvait lui briser le cou, mais il ne le pouvait pas. Mara utilise toujours le corps de sa sœur. Au moins, toutes ces lignes de vie nauséabondes ont déjà été coupées. Mino a proposé un marché. Si Mara accepte de sortir du corps de Mina, Mino a promis d'épargner sa misérable vie. Pour la convaincre qu'il ne bluffait pas, Mino a juré sur le nom et l'honneur de son père, le grand roi démon, que ses paroles étaient vraies. La sorcière a supposé que ce garçon devait se méfier de sa capacité à s'autodétruire. Perdre l'hôte parfait est dommage, mais Mara pourrait toujours trouver un autre réceptacle tant qu'elle s'en sort vivante. Assurément, le sang du roi démon n'allait pas mentir et souiller le nom royal honorable. Alors elle l'a mis au défi de lâcher l'épée, et ensuite il pourrait conclure un accord. La lame hurlante s'est désintégrée, fondant pour retourner dans son corps. Il a respecté sa part du marché. C'est au tour de Mara de respecter la sienne et de partir. Elle s'est tenue la gorge, sentant des mouvements inconfortables à l'intérieur. Dès que ce sourire malicieux est apparu, la sorcière a essayé de prendre le prince démon au dépourvu en jaillissant du réceptacle comme une balle. Mino a ri d'une tentative aussi stupide. Il s'était déjà attendu à quelque chose comme ça et avait préparé sa main démoniaque pour répondre à tout mouvement soudain. Le bras démoniaque a empêché la sorcière de s'échapper sous sa forme originelle immonde. Pour quelqu'un qui siégeait sur l'un des 12 trônes sombres, Mara est tombée dans un piège aussi simple. Honnêtement, Mino n'avait aucune idée de comment faire sortir la sorcière du corps de sa sœur. Il ne faisait que bluffer depuis le début.
Il a même juré sur sa famille et l'honneur de son père. Le truc, c'est que Lava ne se soucie pas des liens du sang. Il n'a besoin que de protéger son propre honneur. Alors que dans sa forme partielle hideuse, la sorcière a ressenti une véritable terreur pour la première fois depuis longtemps. Elle a même eu recours à des supplications désespérées, mais Minot a continué à l'arracher jusqu'à ce que Mina soit purifiée de cette souillure. Entouré par la ferme de fleurs de cadavres, il tenait la vie de la sorcière de El Avarice dans sa main. Mara a tenté de négocier, promettant de faire tout ce que son cœur désire en échange de sa pitié. À ce stade, elle était vraiment prête à tout pour s'accrocher à sa pathétique existence. Derrière Minot, Han Yun se releva en titubant, ayant miraculeusement survécu, ce qui alluma une lueur d'espoir et de brutalité dans les yeux de Mara alors qu'elle incitait sa fille à tuer Minot. Han Yun a rassemblé toutes les forces qui lui restaient, mais a été arrêté net par une intervention à propos. Hanso est revenu à la vie pour quelques secondes de plus pour se relever et emmener sa jumelle en enfer avec lui. Il préférait un match nul plutôt que de la laisser s'attribuer tout le mérite à nouveau. Il ne se sentira en paix en mourant que si Han Yun suit le même chemin. Finalement, les jumeaux sont nés ensemble. Ils ont vécu ensemble, souffert ensemble et sont morts ensemble. En voyant les conséquences de son rôle de mauvaise mère, Mara se mit à jurer de rage. Minot était consterné par cette famille de démons dysfonctionnels. Sa dernière carte étant jouée, Mara a continué sa stratégie de supplication, jurant de ne plus jamais toucher Jumina. Elle a même juré que la mère de Lava était comme une sœur pour elle autrefois. S'il ne la croyait pas, il pouvait demander à sa mère, Aeneas, de vérifier. Elle a juré que la reine des démons la suivait partout en l'appelant grande sœur. Street écouta son discours pathétique, dégoûté par son égoïsme. Ses jumeaux viennent de mourir, et elle essaie de se soustraire à une exécution. C'est la mère de l'année, las de son jacassement constant. Minot a réinvoqué et balancé la lame hurlante dans un mouvement fluide, effaçant la sorcière de l'avarice de l'existence. Elle était et sera toujours une honte pour la réputation des 12 trônes sombres. De toutes les personnes, elle n'aurait jamais pensé que l'enfant des Aeneas serait sa fin, et d'une manière si humiliante qui plus est. Jusqu'au dernier moment, elle a refusé d'être effacée, s'accrochant obstinément à la vie sous une forme si dégoûtante. Alors le Seigneur du sang lui a écrasé le visage jusqu'à ce qu'il se transforme en une bouillie immonde sous ses chaussures. Après avoir liquéfié un ancien grand patron du royaume des démons, Minot a reçu une grande quantité d'énergie démoniaque directement dans sa pierre de sang spéciale. Une fois qu'il a pu prendre la mesure de sa récolte, le prince fut agréablement ravi. Il a soupiré de soulagement. La sorcière est morte, et le problème a été entièrement réglé. Comme on pouvait s'y attendre de quelqu'un du niveau de Mara, la puissance qu'il a gagnée en un seul meurtre était écrasante. Malheureusement, les démons de ce royaume ne peuvent s'empêcher de dégager une puanteur si vulgaire et immonde que le prince ne peut la tolérer. En regardant les jumeaux morts, Street ne pouvait s'empêcher de se sentir mal pour eux. Si Mara n'était pas passée dans le royaume des humains, ils auraient probablement pu vivre une vie heureuse avec leur vraie mère. Ils ne le sauront jamais avec certitude. Dans ce monde, même sans parents démons, un enfant peut être en danger à cause de la cupidité d'un parent. Les ennemis étant vaincus, Beltia est restée quelques instants pour jeter des regards furtifs à l'amour de sa vie. Minot savait déjà où elle se cachait et ce qu'elle faisait. Quand il l'a interpellée, elle a fait semblant de ne pas entendre son ordre de sortir. Dès qu'il a mentionné son vrai nom, Beltia, Streetier a reconnu que leur sauveur était la forgeronne légendaire du royaume des démons. Beltia était la plus jeune fille de la famille Murtano. Elle recevait tout l'amour et les faveurs pour être née déesse de la forge, une naissance qui n'arrive qu'une fois tous les 3000 ans. Malgré tout son prestige dans son monde, elle a en fait osé suivre Lava dans le royaume des humains. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne faisait que suivre les ordres de Van Bee, et qu'elle partirait immédiatement maintenant que la surprise était passée. Beltia était tristement célèbre pour son insouciance et son arrogance. Elle était aussi connue pour être l'harceleuse acharnée de la vie. Ce salaud de Van Bee a dû intervenir et mettre l'âme de Beltia dans le corps de Gingé. Avec toutes ces variables externes qui s'ajoutent hors de son contrôle, la vie dans le royaume des humains va forcément devenir encore plus folle.